Il est bientôt 15h, c'est l'heure de Non-Stop. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bonjour François. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une, ces nouvelles mesures anti-Covid qui vont être annoncées cet après-midi à Bordeaux et Marseille. Objectif, tenter d'inverser en quelque sorte la courbe des contaminations et des hospitalisations dans ces zones actuellement plus touchées que les autres. Jusqu'à 37 degrés, il va faire très chaud ce lundi après-midi encore. Pic de cette vague de chaleur exceptionnelle en plein milieu du mois de septembre. Illustration dans un instant à Bourges avec Dominique Marie. Et puis Donald Trump qui va se rendre ce soir en Californie, l'un des États de la côte ouest américaine ravagé par des incendies records provoqués, selon lui, par la mauvaise gestion des responsables démocrates. Ces derniers l'accusent en retour de nier le rôle du changement climatique. Lors de son discours vendredi, Jean Castex avait évoqué la situation de Marseille, Bordeaux et de la Guadeloupe, où le Covid circule plus activement qu'ailleurs en ce moment. Bordeaux, justement, on vous y retrouve, David Dunal. Pour ces zones, le Premier ministre avait demandé aux autorités locales des mesures complémentaires. On les connaîtra d'ici à quelques minutes. Oui, exactement. C'est la préfète de la Gironde qui va donner ces mesures dans quelques instants dans une conférence de presse qui aura lieu juste derrière moi. Alors, parmi les pistes qui sont évoquées, il pourrait y avoir la limitation des rassemblements, notamment dans les parcs et sur les plages du département. Les commerces pourraient également fermer plus tôt. Il est aussi évoqué la possibilité de limiter les visites dans les EHPAD ou tout simplement de les interdire. On rappelle que la préfecture a aussi la possibilité de limiter les déplacements dans un rayon de 100 km. Ces annonces, elles seront précédées d'un point de situation qui sera donné par les représentants de l'ARS et du CHU de Bordeaux. Merci pour ces précisions, David Dunal, depuis Bordeaux. Donc, on attend encore ces mesures. On va revenir sur ces cas concrets, notamment à Bordeaux. François Vitrel, bonjour, du pôle santé BFM TV. Les chiffres en Gironde, on les rappelle? Alors, la Gironde fait partie de ces départements particulièrement touchés depuis quelques semaines. Le taux de positivité y est de 7,2%. C'est 2 points de plus qu'au niveau national. Il y a 142 cas pour 100 000 habitants. Là aussi, c'est 2 fois de plus qu'au niveau national. Et il y a 111 personnes hospitalisées. Pour vous donner un ordre d'idée, ça a doublé en une grosse semaine, en une dizaine de jours. Pareil pour les réanimations, 26 personnes en réanimation, c'était 13 il y a 10 jours. Donc il y a une dynamique, ça augmente assez fortement, assez pour en tout cas préoccuper les autorités qui sont en train de réfléchir ou qui vont nous dévoiler en tout cas les prochaines mesures. Une dynamique qu'il faut tenter de casser en quelque sorte avec des mesures que l'on va suivre, qui seront annoncées dans l'après-midi. On les entendra en direct sur BFM TV. On en parle également avec vous, Bernard Plédran. Bonjour, merci. Vous êtes médecin généraliste à Bordeaux, justement, représentant du syndicat MG France en Gironde. Qu'attendez-vous comme mesure très concrètement? Moi, j'attendrai des mesures de bon sens et je ne sais pas si elles vont venir. J'ai lu dans la presse là qu'ils envisageaient de reconfiner à 100 km autour de chez nous. Je vois pas trop à quoi ça servirait, mais bon, j'attends là ce que va nous dire la préfète. Mais le bon sens, c'est les regroupements, c'est le respect des mesures de distanciation sociale, c'est le lavage des mains. Je crois qu'on répétera jamais assez ces mesures de base. Après, il faudra peut-être s'interroger sur le pourquoi du comment. Je veux dire, alors d'abord, il faut pas dramatiser parce que les chiffres tant d'hospitalisation que de personnes en réanimation, peut-être qu'ils ont évolué et qu'il faut s'en préoccuper, mais qui restent quand même très très modestes. On n'est pas dans une situation catastrophique. Je veux dire, le Covid, c'est ni la peste ni le choléra. Je veux dire, c'est pas. Donc, il faut être vigilant, mais après, il faut pas casser. Je crois que le besoin de rencontres sociales, etc., il existe. C'est une maladie qu'on va gérer pendant plusieurs années. Donc, je crois que c'est compliqué de la part des autorités, mais il faut pas tomber dans la dramaturgie absolue, quoi. Mais de la vigilance tout de même, vous le disiez, vous évoquiez le cas des rassemblements. Est-ce qu'il faudrait, dans ces mesures qui vont être annoncées prochainement, que les rassemblements, par exemple, intrafamiliaux en intérieur, soient limités ? Je crois que ça ne veut rien dire de limiter les rassemblements intrafamiliaux. Je crois qu'il faut rappeler les mesures barrières quand il y a des jeunes et des moins jeunes, etc. Même en famille, dans ce cas-là, d'avoir le masque et de se laver les mains, etc. Je veux dire, moi j'écoutais hier matin un épidémiologiste suisse qui expliquait que l'histoire des aérosols, c'était du flan, que la transmission, elle se faisait de personne à personne, principalement par les mains et principalement par les postillons et pas par les aérosols, etc. Donc, limiter en famille, ça veut rien dire. Alors, je crois qu'il faudra prendre des mesures en EHPAD, mais il faut aussi respecter,
la volonté des personnes. Je crois que les personnes âgées, quand on les isole trop longtemps, eh bien, l'élan vital disparaît, c'est-à-dire que c'est des gens qui se laissent mourir. Il faudra aussi mettre ça dans la balance parce que c'est aussi quelque chose de très important. Donc pour vous, finalement, ou alors vous allez me dire si je me trompe, pas plus de mesures nécessaires qu'il n'en existe déjà actuellement, en fait. Oui, c'est comme le code de la route. Hein. Il suffit de faire appliquer les règles plutôt que d'en inventer de nouvelles. Hein, je veux dire, oui, donc pour vous, c'est pas les mesures coercitives qui vont permettre d'inverser cette courbe du nombre et de contamination et d'hospitalisation. Vous avez, vous, encore confiance, en quelque sorte, en le sens des responsabilités des Français, des Bordelais, des Girondins? Je crois qu'il faut faire appel au sens des responsabilités de toutes les personnes dans ce pays. Quoi. Je veux dire, c'est pas en maniant le bâton en permanence qu'on va faire avancer les choses. Je crois que effectivement, il y a des soucis dans les bars, il y a des soucis, il y a des discothèques sauvages qui s'inventent parce que le besoin social existe. Ça, il faudra expliquer et peut-être avoir là de la coercition dans ce domaine-là, parce que là, c'est vraiment problématique. Mais pour la population générale, je veux dire, ce qui existe, c'est-à-dire les masques dans les zones les plus fréquentées en ville, dans les marchés, etc. Tout ça, c'est très bien. Il faut que ce soit bien appliqué, mais n'allons pas trop loin. Quand on est parti pour vivre pendant plusieurs mois, et peut-être plusieurs années avec ce virus. On ne va pas vivre en prison et complètement confiné pendant des années, c'est pas vrai. C'est pas possible. Il y aura du refus, il y aura de la révolte, quoi. Je veux dire, il faut pas cultiver ça, quoi. Je veux dire, on a revu les chiffres qui concernent Bordeaux, la Gironde, à l'instant avec François Pitrel en plateau ici. Est-ce que vous-même, dans votre cabinet à Bordeaux ou chez vos confrères, vous constatez tout de même ces augmentations qui alarment les autorités? Ben moi, j'étais un peu surpris par les chiffres parce que avec mes associés, j'en ai discuté. J'en ai une qui n'en voit quasiment pas. J'en ai une qui voit quelques cas positifs et quelques cas de gens malades, mais avec des maladies tout à fait bénignes, pas de symptômes graves, etc. Les médecins, ils sont surtout excédés, c'est par la surcharge administrative qui est imposée, là, les demandes de certificats, d'arrêt, de ceci, de cela, dans la plupart des cas pas justifiés, qui deviennent un peu problématiques chez des professionnels qui sont déjà très occupés, quoi, je veux dire. Après, moi, sur les chiffres, moi, le gouvernement a beau me dire ce qu'il veut, je veux dire, là, c'est encore du bon sens. Moi, je trouve qu'avoir plus de cas positifs quand on fait 1 million de tests par semaine que quand on en faisait 150 000, ça me paraît logique, hein, je veux dire, c'est pas. Après, est-ce que ces gens sont des gens malades? Je veux dire, j'en discutais avec Claire, je veux dire, dans les cas positifs qu'elle a, c'est des gens qui sont, dans la plupart des cas, asymptomatiques. Il faut un test parce que, donc, est-ce que c'est une maladie aussi, enfin, c'est une maladie grave, hein, il y a un nombre de morts qui n'est pas négligeable, mais il faut pas tomber dans une certaine paranoïa, quoi. Merci docteur d'avoir été en direct avec nous cet après-midi. Du côté des Bouches-du-Rhône, on attend là encore des annonces, ce sera plutôt vers 17h. Quelles sont les attentes justement? Voici ce qu'espère le chef du service anesthésie-réanimation de l'hôpital Nord de Marseille. Il y a une blague qui circule sur les réseaux sociaux, c'est un mariage, 4 enterrements. Hein. Et je crois que c'est ce qu'il va falloir malheureusement retenir. Le plus simple aujourd'hui, c'est de dire aux gens, évitez de vous rassembler à plus de 10, 20. Ça, le préfet le déterminera. Mais évitez de vous rassembler, on va appeler ça un rassemblement sauvage, que ce soit un mariage ou toute autre occasion qui ne permet pas de respecter les mesures barrières. François Pitrel, la situation est aussi critique, en tout cas à Marseille. Certains hospitaliers comme Marc Léon le disent, avec des services parfois saturés, ces services de réanimation. Qu'est-ce qu'on attend concrètement de ces mesures pour limiter la casse? Bien, à Marseille, il y a déjà eu un certain nombre de décisions qui ont été prises, et notamment la fermeture des établissements de nuit, les bars, les restaurants ont des couvre-feux. Maintenant, la question qui va se poser, c'est en effet quelles sont les alternatives qui se posent, puisque une fois que le port du masque est obligatoire dans tout l'espace public, qu'une partie des reste quand on a un peu tout testé? Voilà, il reste cette fameuse bulle sociale qui est une alternative
alternative qui a été proposée notamment par nos amis belges, où on donne un certain nombre de personnes contacts avec qui on se donne le droit de passer du temps, peut-être sans masque ou en tout cas avec le maximum de précautions, et de limiter ainsi notre sociabilité. Et ça fait partie peut-être des mesures qui pourraient être prises dans les heures à venir. Et l'idée, c'est d'anticiper, toujours, parce que clairement, on n'est pas dans la même situation qu'au printemps actuellement, mais les indicateurs ne vont pas dans le bon sens, d'où ces propos du patron des hôpitaux parisiens ce matin. Écoutez-le. On est dans une progression exponentielle, ce qui change par rapport à ce qu'on a connu au mois de mars. Pour l'instant, c'est le temps de doublement. Oui. Début mars, ça doublait tous les 3 jours. Là, dans la population générale, ça double tous les 15 jours. En tout cas, c'était ce qu'on voyait la semaine dernière. Dans nos hôpitaux, ça double toutes les 3 semaines ou tous les mois. Donc ça double plus lentement. C'est pour ça que on ne sent pas la même urgence que celle qu'on sentait au printemps. Mais il y a aujourd'hui un doublement et c'est pour ça qu'on a tous envie de casser cette dynamique et on peut la casser. Alors la dynamique au niveau français, on en parle, au niveau mondial également. L'Organisation mondiale de la santé assure que l'Europe doit se préparer, je cite, à un automne plus dur avec une hausse du nombre de morts. François, qu'est-ce qui permet de dire ça ? Eh bien, quand on regarde le nombre de cas détectés dans la plupart des pays qui ont connu une première vague en Europe, c'est-à-dire la France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Royaume-Uni, ça commence également à remonter très fortement. Or, c'est assez mécanique depuis le début de cette épidémie. À partir du moment où on a un nombre de cas qui augmente, on a les hospitalisations qui augmente et au bout d'un moment un nombre de décès qui est de plus en plus important. Alors est-ce que aujourd'hui on est dans une situation différente? C'est toute la question, mais évidemment l'OMS s'attend à avoir une augmentation du nombre de décès, peut-être pas dans la même ampleur que ce qu'on a connu au mois d'avril ici en France, mais on voit ces chiffres, le nombre d'admissions quotidiennes à l'hôpital, il a été multiplié quasiment par 4 depuis le début de l'été. En réanimation, là aussi, ça augmente, multiplié par 4 à 5 fois le nombre de personnes admises quotidiennement en réanimation. Même si on traite mieux les malades, il y a une forte probabilité pour que le nombre de décès augmente et de saturer de nouveau les hôpitaux qui ont tout le reste de leur activité à gérer, contrairement au moment du confinement. Merci François. Ailleurs, justement, comment cela se passe-t-il? Depuis ce matin, une stricte limitation de rassemblement est en vigueur en Angleterre. L'Italie est, elle, confrontée au défi de la rentrée scolaire. En Autriche, le chancelier assure que son pays est au début de la seconde vague. Et puis, plus loin de nous, en Israël, un nouveau confinement national d'au moins 3 semaines débutera vendredi. Jordan Ray. C'est une première mondiale. Pour faire face à la seconde vague de contamination au coronavirus, le Premier ministre israélien a annoncé un nouveau confinement national. Notre objectif est d'arrêter la montée des infections pour réduire la mortalité. C'est pourquoi aujourd'hui, lors de la réunion du cabinet, nous avons pris la décision d'imposer un confinement pour les 3 prochaines semaines avec la possibilité de le prolonger. La semaine dernière, les autorités avaient imposé un couvre-feu dans une quarantaine de villes du pays. Objectif, freiner la propagation du virus, mais le nombre de cas ne cesse de progresser. Alors à l'approche des fêtes juives, moment où les familles se rassemblent et les fidèles se retrouvent dans les synagogues, le gouvernement se devait de prendre des mesures. Ces derniers jours, le débat était animé entre les défenseurs du confinement partiel ou général. Le ministre du Logement, opposé au retour du confinement, a même annoncé sa démission. Israël est le 2e pays le plus touché au monde par le coronavirus ces 2 dernières semaines. Le confinement y entrera en vigueur ce vendredi pour le Nouvel An juif et devrait se terminer le 10 octobre prochain. Justice à présent et le procès des attentats de janvier 2015, jour 9. Et depuis ce matin, la cour d'assises spéciale entend les proches des collègues d'Ahmed Merabé, ce policier, 12e victime des frères Kouachi, dans un contexte de nouvelles menaces proférées par Al-Qaïda à la suite de la nouvelle publication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo. On écoute. Ces menaces, elles sont précises. Elles sont travaillées, elles concernent d'abord Charlie Hebdo, mais elles concernent aussi le président de la République. Elles concernent aussi les médias, qui s'octroient des libertés de manière indue. Ça, c'est pour vous. Elles concernent les Français en général. Mais la vraie menace, c'est cette peur. Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? On se serre les coudes. Dans mes rêves les plus fous, je rêve que tout le monde ne soit pas Charlie. Parce que je comprends qu'on puisse aimer ou ne pas aimer ce journal. On n'en est plus là. Je rêve que 66 millions de Français, quelle que soit leur confession et leurs conditions, se disent non pas je suis Charlie, mais je suis libre et l'expriment. Des records de chaleur sont attendus cet après-midi dans plusieurs régions. Dominique Marie, on vous retrouve en direct de Bourges, où rarement les températures ont été si élevées mi-septembre.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, pour tout vous dire, on est parti de Paris tout à l'heure par l'autoroute et progressivement, en milieu de matinée, le thermomètre, vous savez, sur le tableau de bord de la voiture, augmentait de degré par degré, 25, 26, 27, 28. Il fait désormais 34 degrés à Bourges. Ici, et vous le voyez, la ville est charmante, hein, maison à colombage, palais du Moyen-Âge, mais c'est une ville dont le centre-ville, aujourd'hui, est quasiment déserté. Le peu de personnes que nous avons trouvées tout à l'heure attablées à la pause déjeuner, ce sont des personnes qui considèrent que cette vague de chaleur va vraiment être étouffante, et puis d'autres qui disent que plutôt, c'est pas si mal finalement, c'est un prolongement de l'été. Écoutez. Vous voyez comment on les affronte, les températures. On boit un petit verre, voilà, on est détendu, on est en terrasse, on profite du soleil. Donc c'est nickel, quoi, on est content, quoi, super. Je n'aime pas la chaleur, je n'aime pas cette chaleur étouffante. Je trouve que la chaleur en ville est bien moins supportable qu'à la campagne. La seule chose qui me console, c'est qu'en ce moment, on a quand même une grande amplitude thermique entre le jour et la nuit. Donc au moins la nuit est bénéfique et on arrive à récupérer. Et d'ailleurs, à la mi-journée, on devrait atteindre les 36 degrés. Ce serait vraiment un record, hein. Ce n'était plus arrivé ces températures à cette date depuis les années 60. Le précédent record était de 35 degrés,1. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'ensemble du département du Cher a été placé en alerte orange canicule. Merci pour ces commentaires, Dominique Marié. Attention au coup de chaud avec Frédéric Leclerc. Il m'offre 36 degrés à Bourges et Donald Trump, lui, est attendu en Californie. En direct tout de suite, la conférence de presse tant attendue du côté de Bordeaux. La préfète de Nouvelle-Aquitaine s'exprime sur ces mesures. Les cas contacts à risque et les professionnels de santé. De nouveaux centres de dépistage dédiés seront ouverts à Bordeaux dès cette semaine. Il faut agir d'autre part sur l'offre de tests, en mobilisant les laboratoires les moins sollicités et en poursuivant la formation des infirmières scolaires, des personnels de santé des rectorats, des universités, des collectivités et du SDIS. Une entraide régionale des CHU de Poitiers et de Limoges est déjà mise en place. Il s'agit également de protéger les plus vulnérables d'entre nous. Comme c'est le cas lors d'une canicule, les maires devront utiliser leurs registres communaux qui recensent nos concitoyens les plus vulnérables pour les appeler régulièrement et organiser, avec les CCAS, des portages de repas et de médicaments. Les services d'aide à domicile et les personnels au contact des plus vulnérables seront sensibilisés en lien avec le conseil départemental. En ce qui concerne spécifiquement les résidents en EHPAD, poursuite de l'application du protocole de crise, concentration des personnels multisites sur un seul site pour éviter la circulation entre établissements, isolement de tous les résidents suspects, dépistage de tout le personnel et de tous les résidents en cas de suspicion, limitation des visites à 2 personnes par semaine et par résident. Nous nous devons de protéger les plus anciens et les plus fragiles, mais il faut aussi agir sur les causes de la circulation du virus. Pour cela, il nous faut être très fermes à l'encontre des comportements à risque. Il s'agit de contrôler l'effectivité des mesures de protection existantes. Cela passe notamment par la verbalisation accrue par les forces de sécurité intérieure pour absence de port du masque aux abords des établissements scolaires et dans l'hypercentre de Bordeaux. Par exemple, samedi soir, 26 verbalisations ont eu lieu sur les quais de Bordeaux. À l'issue de cette réunion, je rencontre, Monsieur le Président, l'ensemble des 28 maires de la métropole pour solliciter un appui des polices municipales sur ces opérations et une multiplication de l'information par affichage. Pour contribuer à ces missions, le gouvernement a décidé de détacher à Bordeaux des forces mobiles, gendarmes mobiles, puis une CRS. Il s'agit ensuite de ralentir très fortement la circulation du virus. En ce qui concerne les événements, rassemblements et manifestations sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, les mesures suivantes ont été décidées. Pour toute la Gironde, abaissement de la jauge de 5 000 à 1 000 personnes pour les événements et réunions sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Les événements de type fête foraine, brocante et fête des voisins ne seront pas autorisés. Les manifestations revendicatives seront interdites si elles ne respectent pas un protocole sanitaire strict.
Pour Bordeaux et la métropole, les journées européennes du patrimoine, qui devaient se tenir les 16, les 19 et 20 septembre, sont annulées. En ce qui concerne la vie sociale, les décisions suivantes ont été arrêtées. Fermeture administrative des bars et restaurants qui contreviennent aux règles sanitaires. Il y en a déjà 8 fermés à ce jour dans le département. Seront fermés de la veille, quand le contrôle a lieu la veille. Le lendemain, l'arrêté sera pris pour fermer l'établissement, donc de façon extrêmement rapide. Interdiction de la consommation debout dans les bars et restaurants de la métropole. Interdiction pour les bars de la métropole de la diffusion extérieure de musique sur la voie publique. Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans les parcs, jardins, plages et quais de la ville de Bordeaux. Interdiction à Bordeaux de la consommation d'alcool sur la voie publique. Les soirées dansantes dans les ERP sont interdites. Cela s'applique notamment aux bars, aux salles des fêtes et à tous les mariages ou fêtes d'anniversaire. En ce qui concerne la vie professionnelle, en concertation avec le président de la métropole, le cadençage des bus et tramways aux heures des pointes sera renforcé. Les contrôles de l'inspection du travail sous la houlette de la Directe seront accrus afin d'assurer le respect des gestes barrières en entreprise. Je renouvelle la recommandation aux entreprises et administrations qu'elles suppriment les événements festifs ou conviviaux en milieu professionnel et qu'elles utilisent chaque fois que c'est possible le télétravail. En ce qui concerne le milieu scolaire, universitaire et sportif, je vais demander aux communes d'afficher aux abords des établissements scolaires l'obligation de port du masque devant écoles, collèges, lycées. L'obligation de port du masque est étendue dans un périmètre de 50 mètres autour des établissements artistiques, culturels et sportifs. En accord avec la rectrice, les fêtes étudiantes seront annulées ou empêchées. Les lieux dédiés aux salles polyvalentes ne seront plus mis à disposition. Dans les événements sportifs, les vestiaires, hors piscine et hors usage scolaire et STAPS seront fermés. Les sorties scolaires seront suspendues dans l'enseignement primaire et secondaire. En ce qui concerne la vie privée, je demande solennellement à chaque habitant de la métropole de limiter les rassemblements familiaux et festifs à 10 personnes maximum. Je pense en particulier au mariage. Il ne s'agit pas de ne plus se marier, mais de reporter les grandes fêtes liées au mariage. Il y a un enjeu particulier au comportement citoyen de chacun. Et je sais, professeur Malvy, combien ce défi vous préoccupe. Je passe donc la parole à Denis Malvy, expert infectiologue au CHU de Bordeaux et membre du Conseil scientifique national. Professeur. Merci Madame la Préfète. Chers amis, juste un rappel à propos de la diffusion du virus. Le virus SARS-CoV-2 a trouvé une niche à travers plusieurs occasions et plusieurs déterminants. Nous le voyons, la tranche d'âge de 15 à 44 ans porte un apanage pour l'heure préoccupant, avec un niveau de circulation élevé. Et c'est à partir de cette tranche que le virus va se répandre à travers les tranches d'âge et au sein de nos sociétés. Donc c'est à toutes les tranches d'âge à s'emparer de la nécessité de mettre en place et de s'approprier des moyens de prévention et des moyens de protection. Pour freiner, pour contrôler cette diffusion en flaque, eh bien, il y a un espace sur lequel nous pouvons agir et qui représente le principal déterminant à ce jour de diffusion du virus vers les plus vulnérables, vers nos aînés et vers les personnes fragiles. Ce sont précisément les rassemblements familiaux, amicaux. Sur ce périmètre-là, nos moyens de vérification, s'agissant de moyens de vérification publique, sont très ténus. Par contre, nous comptons sur chacun d'entre nous dans un esprit de co-responsabilité, car ce que nous vivons aujourd'hui et nous vivrons demain dépend aussi de la conviction et de l'adhésion de chacun
pour que ces événements soient aménagés, soient reportés s'il le faut avec plusieurs temps, plusieurs visages. Un mariage peut être célébré en petit comité dans un premier temps et puis dans des temps devenus plus cléments avec une communauté plus conséquente. Tout cela dépend de chacun d'entre nous et pas forcément de moyens qui viendraient vérifier si la taille des 10 personnes dans les rassemblements privés est bien respectée. Donc c'est avec la ferme conviction que chacun fera mode d'esprit de solidarité, de co-responsabilité, que cette part majeure au sursaut que nous attendons dans notre cité, dans notre métropole et notre département va se mettre en place. Et c'est au nom de tous les soignants qui actuellement recommençons à accueillir des patients, beaucoup trop de patients, y compris en réanimation, que nous vous disons merci. Il n'est plus l'heure des applaudissements que nous entendions au mois de mars et d'avril. S'il vous plaît, respectez cette clause, limitez les rassemblements amicaux, familiaux, conservez la distance de ce que vous aimez, surtout s'il s'agit des plus âgés, des aînés et des plus fragiles. Et je vous dis simplement, donc, une fois de plus, le renouvellement du merci du monde des soignants, de notre cité, de notre métropole et de la Gironde. Merci, professeur. Ce plan d'action, je l'ai dit, est le fruit de la concertation. Nous aurons besoin d'agir ensemble. Je passe donc la parole au président de la métropole de Bordeaux, Alain Anziani. D'abord, bonjour à tout le monde. Je voudrais d'abord dire à Madame la Préfète que nous soutenons son plan et que je la remercie d'avoir associé les collectivités. C'est un combat qui nous concerne tous et c'est un combat que nous gagnerons tous ensemble. La métropole, pour sa part, envisage 4 types de mesures. Le premier type de mesure, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, permettre aux gens de ne pas s'agglutiner dans les transports en commun, d'avoir davantage d'espace. Pour ça, il faut davantage de moyens de transport et donc nous sommes en train d'étudier aujourd'hui la possibilité de mettre davantage de bus en circulation, notamment parallèlement à la ligne A de tramway. On ne peut pas augmenter le cadencement du tramway parce qu'on a des problèmes à la fois de matériel personnel, mais on peut augmenter le nombre de bus et donc donner une alternative à ces tramways qui sont parfois beaucoup trop chargés. La deuxième type de mesure, c'est de la prévention. Le transport ne doit pas être un lieu de contamination. Donc évidemment, aujourd'hui, le port du masque est obligatoire. On va demain prévoir 2 types de mesures. D'une part, augmenter le nettoyage. Il existe, bien entendu, mais on augmentera le nombre de passages de nettoyage dans la journée. Et puis aussi de mettre à disposition du gel hydroalcoolique avant de monter dans le bus ou de monter dans le tramway. Donc là, on réfléchit aux différentes méthodes pour que ce soit le plus efficace. Troisième type de mesure, c'est de la pédagogie. On doit pouvoir expliquer aux gens que parfois, il vaut mieux ne pas monter dans un bus ou dans un transport en commun, mais faire du vélo ou bien marcher. Ça dépend évidemment des situations, ça dépend des distances. Mais je pense qu'il faut faire une grande campagne en disant qu'il y a d'autres alternatives. En ce moment, la marche est très bon pour la santé et c'est là encore davantage, évidemment, dans la période que nous traversons. Puis le dernier type de mesure, employons le mot, c'est la répression, c'est la sanction. Il faut que nos polices municipales, si les maires en sont d'accord, surveillent davantage, contrôlent davantage et n'hésitent pas à verbaliser. Il en va évidemment de notre santé à tous. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le maire de Bordeaux, Pierre Humeric. Merci, Madame la Préfète. La ville de Bordeaux a été considérée, à juste titre, par le gouvernement comme étant un territoire, comme la ville de Marseille d'ailleurs, particulièrement concerné par une recrudescence de la circulation du virus. Dès lors, ce constat médical nous obligeait et nous imposer collectivement à prendre un certain nombre de mesures peu facilement qualifiées de coercitives. Et les interventions, il y a quelques instants, de Madame la directrice par intérim de l'ARS, Monsieur le directeur du CHU, Monsieur le professeur Malji, ne font que
nous inciter à partager ce constat d'habiter un territoire actuellement particulièrement concerné par la circulation du virus, beaucoup plus que d'autres, d'où aujourd'hui une communication nouvelle aggravant les mesures à prendre sur le terrain pour tenter, autant que faire se peut, de limiter la propagation du Covid-19. Voilà donc pour ce point fait par les autorités de Nouvelle-Aquitaine, du département de la Gironde et de la ville de Bordeaux. De nouvelles mesures viennent donc d'être annoncées pour tenter d'inverser en quelque sorte la courbe des contaminations et du nombre d'hospitalisations dans cette zone qui est plus touchée que les autres actuellement par le coronavirus. Alors c'est pas un petit tour de vis, François Pitrel, pour le coup il y a de vraies annonces et clairement de nouvelles mesures coercitives et pas des moindres qui viennent d'être annoncées. On fait le point avec vous, les principales. Quelles sont-elles ? Alors je retiendrai la bulle sociale autour des personnes les plus fragiles en EHPAD notamment, qui n'ont plus le droit en Gironde de recevoir que 2 personnes par résident et par personne. Par semaine. Par semaine, pardon, excusez-moi. Et ça faisait partie des recommandations du Conseil scientifique. Alors cette bulle-là, elle est seulement pour les personnes âgées, alors que dans d'autres endroits, elle est élargie au reste de la population. La limitation, la jauge à 1000 personnes pour les événements type stade, les événements sportifs, les rassemblements. C'était 5000 jusqu'à présent, ça passe à 1000 dans cette zone. Exactement. Et puis en extérieur, les rassemblements de plus de 10 personnes dans les parcs et jardins et dans certains lieux de Bordeaux qui sont limités à 10 personnes et la consommation debout dans les bars qui est désormais interdite. Et puis concernant le trafic, la préfecture a annoncé que des renforcements des heures de pointe pour les bus seraient mis en place pour essayer d'étaler, de donner le plus d'espace possible finalement dans les bus pour éviter que les gens soient collés les uns aux autres, en incitant aussi à faire du vélo. L'obligation du port du masque également est étendue à 50 mètres autour des écoles et des et des salles de spectacle. Sachant que, j'ajoute aussi pour les regroupements dans la sphère privée, pas plus de 10 personnes, c'est une recommandation avec une forme de pédagogie des autorités. C'est une mesure qui, par tous les épidémiologistes avec qui on a pu discuter, qui ne peut être que une incitation au mettre un policier ou que sais-je derrière cette personne chez elle. C'est une mesure impossible à faire respecter. Plus de fêtes étudiantes et plus de sorties scolaires dans la région bordelaise. Jérémy Brossard, chef du service politique BFM TV, on a vu ces décisions prises localement par la préfète en concertation en amont avec les autorités locales. C'est ce qu'avait demandé Jean Castex vendredi dernier. Est-ce que ces décisions reflètent la réalité du terrain et est-ce qu'elles vont être appliquées dans ce sens ? Oui, localement. Oui, vous vous souvenez la semaine dernière, Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, qui avait évoqué des décisions difficiles à prendre. Il y avait eu 2 jours après une intervention du Premier ministre, assez solennelle, et on était un peu resté sur notre faim, effectivement, parce que il n'y avait pas eu de tour de vis ou d'annonce très spectaculaire. Mais vendredi dernier, le Premier ministre avait effectivement renvoyé la balle, si vous me permettez l'expression, vers les acteurs locaux et vers les préfets notamment. Et là, clairement, on a une série de mesures très drastiques qui vont impacter directement la vie quotidienne des habitants de la Gironde et plus particulièrement des habitants de Bordeaux. François évoquait à l'instant les mesures, les interdictions de rassemblement, les fermetures. Elles sont là, les mesures difficiles. Elles sont là, nous y sommes. En fait, elles sont prises au niveau local, effectivement. C'est le préfet, en lien évidemment avec l'exécutif, mais c'est le préfet qui les annonce localement. Et c'était intéressant de voir dans cette conférence de presse que les élus locaux étaient associés. On a entendu le président de la métropole, on a entendu le maire de Bordeaux. Après un week-end de tractation, donc là on retrouve effectivement la volonté de l'exécutif d'associer les élus locaux sur des mesures qui politiquement peuvent être assez difficiles à accepter et on verra effectivement dans les prochains jours comment cette batterie de mesures va être acceptée et appliquée quotidiennement par les habitants de la Gironde. Et du côté des Bouches-du-Rhône, on attend encore les annonces. Ce sera aux alentours de 17h. En attendant, alors quelles sont les attentes ? Le chef du service anesthésie et réanimation de l'hôpital Nord de Marseille, déjà saturé, espère lui une limitation justement de ces rassemblements privés. Il y a une blague qui circule sur les réseaux sociaux, c'est un mariage, 4 enterrés au Morin. Et je crois que c'est ce qu'il va falloir malheureusement retenir. Le plus simple aujourd'hui, c'est de dire aux gens, évitez de vous rassembler à plus de 10, 20. Ça, le préfet le déterminera. Mais évitez de vous rassembler, on va dire, appeler ça un rassemblement sauvage, que ce soit un mariage ou toute autre occasion qui ne permet pas de respecter les mesures barrières.
Marseille qui fait partie de l'une des 3 zones où le virus circule plus activement qu'ailleurs en France. Quelques heures seulement avant un renforcement des mesures anti-Covid, certains supporters de l'OM ont eu le cœur à la fête sans forcément respecter les gestes barrières. Sachant que leur club de foot a battu le PSG hier soir en Ligue des Champions dans le premier classique de la saison. Gaël Giordana avec Alexandra Fergan. Sur le Vieux-Port, ces supporters de l'OM ont du mal à contenir leur joie. Certains restent prudents et portent des masques. Oui, on protège quand même. Il y a du monde, on reste quand même. C'est pas fini le Covid, donc... Mais bon, c'est une très bonne ambiance. Mais pour des centaines d'autres, difficile de respecter les gestes barrières quand leur équipe gagne contre le PSG. On oublie tous les gestes barrières. Ce soir, il n'y a plus de gestes barrières. Les masques, on s'en fout. On n'a pas le corona, nous. Pas de corona, rien. On n'a pas peur du corona. Vive l'OM. Cette liesse peut-elle avoir des conséquences à Marseille, ville sous très haute surveillance à cause de l'augmentation des cas de Covid? Ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, en termes de lits de réanimation, par exemple, sur la ville, on est envahi, débordé et que bientôt on ne pourra plus faire face. Et je crois que il va falloir renforcer la pédagogie. De la prévention, mais aussi des mesures plus drastiques. Il y a des mesures à prendre au niveau public et en effet, je pense que des grands rassemblements doivent être peut-être mis un petit peu à la marge pendant 2-3 semaines, le temps qu'on y voit plus clair au niveau hospitalier et au niveau médical. La préfecture des Bouches-du-Rhône doit annoncer en fin d'après-midi un durcissement des règles pour lutter contre le Covid. La pandémie en rebond et pas uniquement en France. Pour l'Organisation mondiale de la santé, le pire est même encore à venir. L'agence s'attend notamment à une remontée du nombre de morts en Europe au mois d'octobre et de novembre prochains. Cela va devenir plus dur. En octobre, en novembre, on va avoir une mortalité plus élevée. On est à un moment où les pays n'ont pas envie d'entendre ce genre de mauvaises nouvelles, et je comprends. Mais je pense que c'est très important de dire qu'on va en finir à un moment ou un autre. Ce n'est pas la fin du monde. Qu'est-ce qui lui permet de dire ça, François Pitrel ? Eh bien, c'est tout simplement la mécanique de l'épidémie ou de la pandémie, pour être plus précis, depuis plusieurs mois, qui montre qu'à chaque fois qu'on a une augmentation du nombre de cas, on a de plus en plus de personnes hospitalisées et au final de plus en plus de personnes qui décèdent de cette maladie. Martin Hirsch, sur ce plateau ce matin, ne disait pas autre chose. Il disait que l'hiver allait être très difficile et l'automne compliqué. On voit la dynamique de cette épidémie, notamment en France, mais elle est un peu la même en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni dans une moindre mesure. Donc l'OMS est dans son rôle en avertissant les pays que voilà, il y a encore une vague à venir. Est-ce que ce sera de la même ampleur? Et c'est peut-être là où il faut être peut-être un peu rassurant. Elle ne sera pas forcément de la même ampleur que celle qu'on a déjà connue, étant donné toutes les mesures dont on dispose aujourd'hui, le masque par exemple. Et à l'instant, on apprend, on vous en a parlé à propos de cet EHPAD particulièrement touché dans l'Aveyron. On en est désormais à 8 décès recensés, confirmés par l'Agence régionale de santé. Évidemment, nous serons sur place dans quelques instants. Des banderoles jugées sexistes, homophobes aussi avant le match PSG-OM. La réaction de la ministre des Sports, aujourd'hui, elle se dit choquée, indignée par les slogans affichés par des supporters parisiens. Une ambiance qui, selon la ministre, pourrait avoir expliqué les 5 cartons rouges distribués lors du match remporté par Marseille. Elle demande davantage de responsabilité de tous. Je trouve ça honteux, voilà. Je suis indignée par ce genre de comportement. Aujourd'hui, moi j'en appelle vraiment à la responsabilité de tout le monde, de la responsabilité aussi des joueurs, des entraîneurs de clubs, des clubs professionnels, des instances sportives. Je voulais juste dire à tout le monde qu'en fait nous on se bat, on réfléchit, on travaille avec les instances sportives pour pouvoir mettre en place des protocoles pour que le sport puisse reprendre en France. Si c'est pour qu'ils reprennent comme ça, franchement... L'actualité, c'est également cette vague de chaleur qui déferle sur toute la France depuis ce week-end déjà. Marc est notre spécialiste météo. Ce lundi marque le pic de cet épisode dans certaines villes qui pourraient battre des records. Oui, en effet, des records. Alors déjà, on dépasse les 35 à 36 degrés dans le sud-ouest et les températures vont encore augmenter. Regardez ce qui est prévu par les services de Météo France pour cet après-midi. Des pointes à 34, 35, 36 sur toutes ces régions, donc en rouge sur l'ouest, le centre Val-de-Loire, une partie de la vallée du Rhône,
sur l'Île-de-France, avec pourquoi pas des pointes à 37, localement 38 sur donc le sud-ouest, les Landes. Voici donc les villes les plus chaudes de France pour cet après-midi. En tout cas, ce qui est prévu, 36 à Cognac, à Bordeaux, à Bourges, 35 pour Étampes en Île-de-France, au Mans, à Tours, 34 à Paris, donc des températures 10 à 15 degrés supérieures au normal de saison. Il fait chaud sur toute la France, y compris d'ailleurs le long des côtes de la Manche. Il fait moins chaud d'ailleurs autour de la Méditerranée que sur les régions de l'Ouest ou encore sur le bassin parisien. Et puis donc surtout, ces fortes chaleurs vont se maintenir également pour la journée de demain. Cette bulle d'air chaud va remonter entre le centre, le bassin parisien et la frontière belge, avec donc sur ces régions des pointes à 34 voire 36 degrés demain après-midi. Alors une vague de chaleur tardive, est-ce que c'est vraiment exceptionnel de telles températures à cette période de l'année? C'est exceptionnel. En fait, on a en France ce qu'on appelle un indicateur national donc thermique. C'est une trentaine de stations météo qui sont réparties de manière assez homogène sur le territoire et qui chaque jour calculent la moyenne des températures. Eh bien, figurez-vous que la dernière journée la plus chaude jamais enregistrée en France, au mois de septembre, c'était le 4 septembre 1949. L'indicateur national thermique avait atteint les 32,6 degrés et avec les températures prévues pour cet après-midi, on devrait atteindre un indicateur national thermique de 33 degrés. Donc ça serait du jamais vu depuis ces 70 dernières années. Et puis, si l'on est habitué dans le sud-ouest à des températures très élevées, a priori dans le sud-ouest, on ne battra pas de record de chaleur pour une mi-septembre. En revanche, on voit cette facilité à battre des records sur les régions au nord de la Loire, Bourges, Le Mans, Orléans. Alors on attend bien sûr la fin de journée, c'est là où l'on va relever donc les températures les plus élevées, mais on prévoit donc toujours 35 degrés à Orléans, au Mans, 36 à Bourges, des records pour ces trois villes qui remontent à 1961 ou à 1953. Plus aucun doute, le réchauffement climatique est bel et bien là. Merci Marc pour ces précisions. 15h40 et dans quelques instants, ces mesures annoncées à Bordeaux déjà et à Marseille dans les prochaines heures pour enrayer cette escalade de l'épidémie en France dans ces zones particulièrement rouges. Les annonces, c'est à suivre dans un instant. Leur décryptage également en plateau avec nos journalistes. À tout de suite. Selim et sa grand-mère sont heureux de se retrouver. En respectant certaines règles, ils peuvent à nouveau se voir, se parler, mais aussi rire et s'amuser ensemble. Le virus circule toujours. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts. Ensemble, restons prudents. Besoin d'aide ? 0800 130 000. Appel gratuit. Ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Il y a un mois, j'ai décidé de faire quelque chose pour mon édition. J'ai fait le tour des spécialistes et j'ai constaté qu'au final, c'est le conseil qui faisait toute la différence. Et sans hésiter, pour moi, c'est Audition Conseil. Suivez mon conseil. Allez chez Audition Conseil. Audition Conseil. Ces histoires, vous les connaissez, ce sont les vôtres. Parce que ce sont toujours les gens qui font la différence. Auchan. S'il arrive quelque chose à la voiture d'Arnaud, professeur des écoles, alors les ennuis commencent. C'est pourquoi GMF vous prête sans surcoût un véhicule de remplacement si le vôtre est immobilisé. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Ma femme, elle arrête pas de me dire que j'ai du mal à prendre les bonnes décisions. Je lui dis que c'est pas vrai vu que je suis avec elle. Ça la fait rire. Mais là, je dois choisir notre fournisseur de gaz naturel. Choisissez Engie, premier fournisseur de gaz naturel en France. Et là, elle va vraiment être fière de vous. Et en ce moment, moins 20% sur votre abonnement pendant un an. Appelez vite le 3101. J'agis avec Engie. On ne devient pas forcément quelqu'un en respectant les schémas établis. On le devient quand on est libre. Libre d'apprendre quand on veut, où on veut. Libre de se former grâce à des technologies de pointe et un accompagnement personnalisé. On devient quelqu'un quand on est libre de le devenir et que l'on peut compter sur une école d'excellence. ENACO, première école de commerce à distance de France. Alors vous deux, comment ça se passe avec la carte de paiement PCS? Super, moi j'ai toujours gâté mes enfants et j'étais souvent dans le rouge. Mais avec la carte PCS, pas de découverte possible, je maîtrise mieux mon budget. Et toi Richard? Vous savez, ma femme trouvait que je surfais un peu trop en ligne. Du coup, plus de carte bancaire. Maintenant, avec ma carte PCS rechargeable chez Buraliste ou en ligne, je n'ai plus de lien avec mon compte bancaire et mes dépenses ne regardent que moi. Mais c'est des super nouvelles tout ça.
PCS, un compte, une carte, un RIB. Et maintenant, avec l'appli PCS, c'est hyper simple de créer son compte et d'obtenir un RIB. Découvrez la nouvelle gamme Honda 100% hybride ou électrique. Pour vivre des sensations de conduite uniques, quelles que soient vos envies. Et pariez sur l'avenir avec la garantie moteur offerte jusqu'à 10 ans. Rendez-vous en concession pour profiter des nouvelles Jazz IHEV hybrides à partir de 17 490 €. Vous avez un projet de crédit immobilier? Grâce au contrat de garantie CAFPI, obtenez votre avis de faisabilité et évaluez votre capacité d'emprunt sur cafpi.fr. C'est gratuit, simple et immédiat. Donnez vie à vos projets en agence et sur cafpi.fr. CAFPI, expert en crédit. Avec laposte.fr, les jours de pluie, j'imprime mes timbres depuis chez moi. Imprimez vos timbres depuis chez vous sur laposte.fr. Vous avez le droit d'ignorer Madame Zorba. Parce que vous avez le droit de déjà connaître votre avenir. Parce qu'avec la Banque Postale, vous avez le droit d'analyser et d'optimiser votre retraite avec un expert. C'est ça, être banque et citoyenne. La Banque Postale. Volkswagen. 15h45, merci de regarder BFM TV. On revient sur ces nouvelles mesures anti-Covid qui ont été annoncées déjà à Bordeaux cet après-midi. On attend encore celle de Marseille. L'objectif, il est de tenter d'inverser cette courbe des contaminations dans les hôpitaux et dans ces zones actuellement les plus touchées que les autres. Et cette vague de chaleur, cet après-midi, vague exceptionnelle en plein milieu du mois de septembre. Conférence de presse à Bordeaux à laquelle... Et donc cette conférence de presse à Bordeaux à laquelle nous avons assisté à l'instant, la préfète de Nouvelle-Aquitaine s'est exprimée en présence de nombreux élus locaux. Voici les mesures complémentaires donc de cette lutte contre l'épidémie qui ont été prises et annoncées. Elles concernent notamment les jauges de certains événements. Pour toute la Gironde, abaissement de la jauge de 5 000 à 1 000 personnes pour les événements et réunions sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Les événements de type fête foraine, brocante et fête des voisins ne seront pas autorisés. Les manifestations revendicatives seront interdites si elles ne respectent pas un protocole sanitaire strict. Pour Bordeaux et la métropole, les journées européennes du patrimoine, qui devaient se tenir les 16, les 19 et 20 septembre, sont annulées. François Pitrel, en rapport avec ce que l'on dit depuis plusieurs jours maintenant, à savoir que les plus touchés actuellement sont les plus âgés et les plus jeunes, toute proportion gardée, ces mesures, elles reflètent ça finalement, notamment. Oui, tout à fait, puisque ce sont d'une part les plus fragiles qui sont concernés par une bulle sociale. Les résidents en EHPAD ne pourront plus voir que 2 personnes par semaine, et donc c'était une limite par résident. Et de l'autre côté, on va dire les 15-44 ans, dont le taux de positivité est le plus élevé dans la population, eh bien, on va essayer d'inciter ces gens à moins sortir, notamment, puisque fermeture administrative des bars qui ne respecteraient pas les gestes barrières, pas de consommation debout dans les bars et restaurants, interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique sur certains espaces bordelais, et puis l'incitation au télétravail pour éviter au maximum, en fait, de se côtoyer au quotidien dans on va dire, dans la ville et dans les alentours de la métropole de Bordeaux. Et aussi pour éviter de se côtoyer dans le milieu privé, dans la sphère privée, puisqu'il y a cette
ce conseil, en tout cas, de limiter les rassemblements familiaux, par exemple, comme c'est le cas dans d'autres pays européens, où là, c'est carrément interdit. Mais ce n'est pas le cas ici, en Gironde. Non, c'est une recommandation. Pas plus de 10 personnes pour un mariage, par exemple. On évite de se rassembler à plus de 10 personnes. C'est très difficile à faire appliquer. La plupart des élus et des épidémiologistes en conviennent. Mais c'est une manière de donner un signal à la population, de dire que ces rassemblements sont à risque, posent problème. Finalement, Jérémy Brossard, politiquement, la communication de l'Élysée la semaine dernière consistait à dire qu'on voulait surtout pas dramatiser. L'Élysée ne dramatisait pas. En revanche, les autorités locales, elles, ça y est, elles mettent les mains dans le cambouis, si j'ose dire, des mesures coercitives, des décisions difficiles. On y est. On a eu vendredi le Premier ministre qui s'est finalement contenté d'un appel à la responsabilité, au civisme, mais finalement on voit cet après-midi les fameuses décisions difficiles évoquées la semaine dernière par le professeur Delfrécy, président du conseil scientifique, avec des mesures effectivement qui vont impacter lourdement la vie quotidienne des Bordelais, des Girondins, avec des limitations de rassemblement, un appel aussi à limiter les rassemblements dans la sphère privée, ce qui est évidemment plus compliqué. Il faudra voir évidemment comment ces mesures vont être acceptées et appliquées concrètement sur le terrain dans les prochaines heures, les prochains jours. Merci Jérémy. Tout de suite, c'est Culture et vous. Profitez pleinement de votre programme avec Shiva, ménage et repassage à domicile. Shiva, on a tous besoin d'attention. Avec cette épidémie, difficile de mener une campagne politique ou encore de promouvoir publiquement un film, mais certains, vous allez le voir, ont trouvé une plateforme alternative, le jeu vidéo. C'est le cas du candidat démocrate à la présidentielle américaine Joe Biden ou encore du réalisateur Christopher Nolan. Édouard Bonamour nous dit tout. Avant le Covid, les meetings politiques américains, c'était ça. Maintenant, ça ressemble plutôt à ça. Vote for Joe! Depuis le début du mois, le jeu Animal Crossing et ses 13 millions de joueurs offrent un moyen d'afficher son soutien au candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine Joe Biden. Devant sa maison virtuelle, une pancarte, une manière pour le candidat de 77 ans de sensibiliser les plus jeunes. Les gens sont captifs, ils sont devant leur ordinateur, ça les amuse, on vient les chercher là où ils ont des loisirs, ça montre la modernité du candidat, donc ça n'a que des bénéfices. Joe Biden n'est pas le premier à utiliser les jeux vidéo comme un outil pour sa campagne présidentielle. Déjà en 2008, un certain Barack Obama faisait des apparitions dans le jeu Second Life, alors très populaire. Depuis le confinement, le monde de la culture s'empare aussi de l'idée. Bande-annonce de Tenet de Christopher Nolan dévoilée sur Fortnite ou des concerts exceptionnels comme celui du rappeur Travis Scott qui a réuni près de 12 millions de spectateurs. Un record. Des choses qui ne les auraient pas touchés, comme par exemple les films de Nolan, qui sont destinés à un public relativement mature quand même. Peut-être que là, ça va les ouvrir vers un cinéma qu'ils n'auraient peut-être pas côtoyé habituellement. Le créateur de Fortnite espère bien faire de la scène virtuelle un passage incontournable pour les artistes, une tendance qui devrait se confirmer. 2 autres concerts sont déjà annoncés le 19 et 26 septembre prochain. C'était votre programme avec Shiva, ménage et repassage à domicile. Shiva, on a tous besoin d'attention. La météo, il fait chaud. La météo avec Best Western Hotels and Resorts. Des hôtels uniques partout en France pour voyager, se retrouver et s'évader. Un soleil de plomb cet après-midi sur la plupart des régions, des températures surtout qui dépassent déjà les 35 à 36 degrés dans le sud-ouest et d'autres records de chaleur sont en vue pour ces prochaines heures, notamment sur l'extrême nord de la France comme ici à Lille dans le département du Nord. Le précédent record pour un mois de septembre remonte au 5 septembre 1949. Météo France avait enregistré une température de 33,8 degrés, mais on prévoit jusqu'à 34 degrés pour demain après-midi. Alors du soleil, de la chaleur, une France totalement dégagée pour cet après-midi, mais un voile de nuages va gagner les régions de l'ouest pour ce mardi matin avec une petite ondée possible. À noter ces nuages plus nombreux sur les plages du Languedoc, partout ailleurs des conditions très ensoleillées et ce voile de nuages va gagner les régions centrales dans le courant d'après-midi avec éventuellement une petite averse orageuse possible sur les Pyrénées, mais partout ailleurs donc des conditions qui s'annoncent parfaitement ensoleillées. Les températures toujours très élevées pour demain matin, pas moins de 23 degrés à Nice, 19 degrés à Paris, 17 degrés pour Nantes, 20 degrés à Bordeaux et 13 degrés
degrés à Nancy, mais de 13 degrés à Nancy, on passera à 34 degrés pour demain après-midi, 36 à Auxerre, 34 pour Paris, pour Lille, 34 également à Lyon et une température de 23 degrés à Brest. Comment les températures vont-elles évoluer pour ces prochains jours? C'est ce que nous allons voir maintenant. Elles vont baisser ces températures, mais elles resteront facilement 6 à 8 degrés au-dessus des normales de saison. L'exemple de Paris, avec, vous le voyez, pas moins de 30 degrés prévus entre mercredi et vendredi, et plus que 27 à 28 degrés pour le week-end. Mais on sera donc facilement 5 à 7 degrés au-dessus donc des valeurs de saison pour la capitale, avec des conditions qui s'annoncent très ensoleillées pour mercredi, et ce sur l'ensemble du pays. Pas de changement pour la journée de jeudi, avec des températures toujours aussi élevées. Et puis à noter donc ce voile de nuages qui devrait gagner la plupart des régions pour vendredi, mais les températures resteront toujours aussi élevées et a priori on s'oriente vers un changement de temps pour ce week-end, pour samedi, pour dimanche, avec davantage d'averses orageuses et surtout ces pluies orageuses attendues autour du golfe du Lion. C'était la météo avec Best Western Hotels and Resorts. 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. En septembre, sur RMC Découverte. Bon les gars, on est en place là. Hein. C'était une ville qui était un exemple pour les autres. C'était énorme. Tout était énorme. C'était un lieu très impressionnant. Dans le grand royaume de France, Rocamadour, c'est un des phares absolus. C'est vraiment une illustration de la ferveur médiévale. C'est un véritable livre d'histoire. On est de retour. Bienvenue à la maison. La chasse à l'or. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça va arriver. Ça, c'est le rêve de chaque chercheur. Elle présente des dimensions exceptionnelles. Reims est née comme un édifice record. Quand elle est construite, c'est la plus haute et la plus grande. C'est la première des géantes. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bouchons. T'as dit quoi là? Ça vous fait rire. Prêt à tout casser. C'est toujours plus haut, toujours plus vite. RMC Découverte, plus fort que la fiction. Il y a un mois, j'ai décidé de faire quelque chose pour mon édition. J'ai fait le tour des spécialistes et j'ai constaté qu'au final, c'est le conseil qui faisait toute la différence. Et sans hésiter, pour moi, c'est Audition Conseil. Suivez mon conseil, allez chez Audition Conseil. Audition Conseil. Redoublez de plaisir en passant à l'hybride rechargeable BMW dès 390 € par mois. Choisissez entre l'audace de la nouvelle BMW X2 hybride rechargeable et la polyvalence de la nouvelle BMW X1 hybride rechargeable. N'attendez pas et faites votre choix dès maintenant chez votre concessionnaire BMW. Voici du papier toilette, mais surtout du papier toilette U à l'emballage recyclé à partir des déchets plastiques de la coopérative U et au prix bloqué de 1,79 € le paquet de 6 rouleaux. Oui, un prix bloqué sur 5000 produits U, c'est notre engagement pour soutenir votre pouvoir d'achat chaque jour. U, commerçant autrement. Oya innove pour la vision avec le verre progressif MySelf de Oya. Un verre totalement personnalisé pour une adaptation immédiate, de près comme de loin. Oya, c'est vous qui voyez. Dispositif médical. Nouvelle Renault Mégane hybride rechargeable. Le plaisir de conduire réinventé. It's oh so quiet. You fall in love. Sing boom, the sky up above. Sing boom, it's caving.
till it's over. Harold se sent bien ici. C'est bien ici. C'est bien ici. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. Et c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet, bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. Alors vous deux, comment ça se passe avec la carte de paiement PCS? Super, moi j'ai toujours gâté mes enfants et j'étais souvent dans le rouge. Mais avec la carte PCS, pas de découverte possible. Je maîtrise mieux mon budget. Et toi, Richard? Vous savez, ma femme trouvait que je surfais un peu trop en ligne. Du coup, plus de carte bancaire. Maintenant, avec ma carte PCS rechargeable chez Buraliste ou en ligne, je n'ai plus de lien avec mon compte bancaire et mes dépenses ne regardent que moi. Mais c'est des super nouvelles tout ça. PCS, un compte, une carte, un RIB. Et maintenant, avec l'appli PCS, c'est hyper simple de créer son compte et d'obtenir un RIB. La boutique du menuisier conçoit et fabrique vos portes et fenêtres en France. La boutique du menuisier pose et entretient toutes vos menuiseries. La boutique du menuisier.fr. Découvrez la nouvelle gamme Honda 100% hybride ou électrique. Pour vivre des sensations de conduite uniques, quelles que soient vos envies. Et pariez sur l'avenir avec la garantie moteur offerte jusqu'à 10 ans. Rendez-vous en concession pour profiter des nouvelles Jazz IHEV hybrides à partir de 17 490 €. Stressé, fatigué, avec Stress Résiste, aux extraits de Rhodiola rosea, de thé vert et du magnésium marin, ne vous laissez plus déborder par le stress. Choisissez de lui résister. Rejoignez la Stress Résistance avec Stress Résiste. Déjà 82% se déclarent satisfaits. Il est 16h à la une, ces nouvelles mesures contraignantes annoncées en Nouvelle-Aquitaine dans la région bordelaise. Donc dans les EHPAD, pas plus de 2 visiteurs par résident et par semaine. Pour les événements, la jauge passe de 5000 à 1000 personnes. Parfois, ils sont tout simplement annulés. La consommation d'alcool sur la voie publique est désormais interdite à Bordeaux. Point complet dans un instant. Jusqu'à 37 degrés, il fait très chaud ce lundi après-midi. Pic de cette vague de chaleur exceptionnelle en plein milieu de ce mois de septembre. Illustration dans un instant, nous irons à Bourges avec Dominique Marie. Et puis Donald Trump qui se rendra tout à l'heure en Californie, l'un des États de la côte ouest américaine ravagé par des incendies records provoqués selon lui par la mauvaise gestion des responsables démocrates. Ces derniers l'accusent en retour de nier le rôle du changement climatique. Lors de son discours vendredi, Jean Castex avait évoqué la situation de Marseille, de Bordeaux, de la Guadeloupe, où le Covid circule plus activement qu'ailleurs. Bordeaux, justement, on s'y retrouve, David Dunal. Pour ces zones, le Premier ministre avait demandé aux autorités locales des mesures complémentaires. Elles viennent d'être annoncées et on peut dire qu'elles sont difficiles. Oui, exactement. Il y a déjà la limitation des visites dans les EHPAD, une limite à 2 personnes par semaine par résident pour évidemment protéger les personnes les plus fragiles. Les rassemblements sont limités à 1000 personnes dans tout le département de la Gironde. Les brocantes, les fêtes foraines sont interdites. À Bordeaux, il y a des mesures plus restrictives. Écoutez. En ce qui concerne la vie sociale, les décisions suivantes ont été arrêtées. Fermeture administrative des bars et restaurants qui contreviennent aux règles sanitaires. Il y en a déjà 8 fermés à ce jour dans le département. Interdiction de la consommation debout dans les bars et restaurants de la métropole. Interdiction pour les bars de la métropole de la diffusion extérieure de musique sur la voie publique. Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans les parcs, jardins, plages et quais de la ville de Bordeaux. Interdiction à Bordeaux de la consommation d'alcool sur la voie publique. Les soirées dansantes dans les ERP sont interdites. Cela s'applique notamment aux bars, aux salles des fêtes et à tous les mariages ou fêtes d'anniversaire. Il y a également des recommandations qui ont été données comme le télétravail, mais éviter aussi les rassemblements de plus de 10 personnes dans le cadre privé et reporter si possible les fêtes de mariage. C'est un sursaut de la population qui est attendu à Bordeaux et dans le département. Le directeur du CHU a affirmé que tous les signaux sont en rouge à l'hôpital en précisant que la situation était inquiétante mais pas alarmante. Par ailleurs, des contrôles seront renforcés pour les rassemblements et le port du masque. La préfète se donne 2 à 3 semaines pour faire le point pour faire un nouveau point. Elle pourrait alors alléger ou bien renforcer ces mesures. Merci David Dunal.
François Pitrel, pour revenir sur ces mesures qui ont été annoncées, on comprend par exemple en ce qui concerne les personnes âgées dans les EHPAD que les visites soient limitées. Il y a certaines mesures en revanche qui ont peut-être un peu plus de mal à passer, qui vont avoir du mal à passer auprès des Français, des Girondins par exemple, pour l'occurrence, notamment ces restrictions très strictes dans la vie sociale. Oui, et puis dans la vie privée, les rassemblements intrafamiliaux limités à 10 personnes. En tout cas, c'est une recommandation. On voit que l'activité nocturne dans les bars, les restaurants, elle aussi va être impactée. Pas de musique, pas de soirée dansante dans les établissements recevant du public. Donc, on a essayé de viser finalement deux publics. C'est d'abord protéger les plus fragiles. Donc, vous le disiez, les personnes de plus de 75 ans, les résidents en EHPAD qui sont les plus touchés par le taux de mortalité dans cette épidémie. Et puis, de l'autre côté, agir sur les 15-44 ans, qui est la part de la population qui aujourd'hui est le plus souvent contaminée. Le taux de positivité chez les 15-44 ans flirte avec les 10-12%. C'est 3 fois plus presque que le reste de la population. Donc voilà, et la seule manière finalement de contraindre aujourd'hui, c'est peut-être limiter les rassemblements, limiter ces lieux de vie nocturnes notamment. On est obligé d'en arriver là. Pardon, c'est la chaîne de contamination, c'est-à-dire que des gens, pas forcément des jeunes d'ailleurs, qui font la fête en se regroupant sur la voie publique ou dans des lieux en intérieur, pour ensuite rentrer le week-end dans leur famille, pour participer pas forcément à des événements familiaux, mais à des regroupements, dans la sphère privée. Et c'est comme ça que tout commence, quoi. Exactement. Alors on a quelques études, mais pour l'instant il n'y a pas de certitude, mais l'impact des rassemblements nocturnes, notamment aux États-Unis, semble démontrer que ça a un rôle majeur dans la propagation actuelle de l'épidémie. Mais ça reste encore tout à fait à prouver. Bruno Lina, le membre du conseil scientifique, disait l'autre jour que c'est un peu du bon sens. Il y a 10 fois moins de chances de se faire contaminer dans un rassemblement de 10 personnes que dans un rassemblement de 100 personnes finalement. Donc limiter ces rassemblements, c'est limiter la probabilité aussi de contracter la maladie. Merci François, nous sommes en direct avec le professeur Denis Balvy. Bonjour, merci. Vous faites partie de ceux qui viennent de s'exprimer à Bordeaux sur ces nouvelles mesures contraignantes visant à lutter contre l'épidémie de coronavirus. Vous êtes responsable de l'unité maladie tropicale du CHU de Bordeaux, membre du conseil scientifique. C'est fini la vie festive en Nouvelle-Aquitaine, sans échéance d'ailleurs précise ? Oui, les propositions qui ont été adressées tout à l'heure sont applicables en temps et en heure dès maintenant. Et alors donc, ma question c'était, c'est fini la vie festive, que ce soit à Bordeaux ou plus généralement en Gironde, on ne peut plus vraiment se rassembler, il y a des contraintes désormais clairement formulées pour la vie nocturne, sans compter bien sûr, et ça c'est un autre sujet bien sûr, pour la capacité de visite dans les établissements accueillant des personnes âgées. C'est un tour de vis assez sévère, assez sérieux. Oui, enfin, je ne sais pas s'il est sérieux. Il est de l'ordre à mon avis, de l'appropriable si on explique bien à nos concitoyens les enjeux qui nous attendent pour les 3 semaines à venir, parce qu'il faut appliquer tout de suite ces mesures pour avoir des résultats compte tenu de la dynamique de l'épidémie d'ici 3 semaines. Non, les rassemblements sont encore ne sont pas prohibés, mais dans la sphère privée, ils sont proposés et dans le regard de la solidarité et de la responsabilité citoyenne, avec une limite de 10 personnes et avec des mesures de distanciation physique, surtout lorsqu'on est dans des rassemblements amicaux, familiaux, transgénérationnels, où on va rencontrer les plus jeunes et qui, à travers les générations, on sait que ils peuvent se retrouver être les moteurs de l'expansion du virus vers les plus âgés. Donc ça reste quand même supportable. Et puis au niveau des rassemblements festifs, en effet, il y a une proposition pour que, par exemple, les mariages célèbrent leur fête d'une manière décalée. Ensuite, au niveau de la vie sociale, il y a une fermeture anticipée des établissements de convivialité, des bars, mais c'est de l'ordre, à mon avis, du supportable si tout un chacun sait que nous avons un enjeu de contrôle urgent, mais qui doit être appliqué avec conscience et échéance pour au moins les 2-3 semaines à venir. Parce que quelle est la situation aujourd'hui au CHU de Bordeaux? Au CHU de Bordeaux où vous officiez, quelle est la situation aujourd'hui en termes d'accueil, notamment en service de réanimation par exemple? Aujourd'hui, nous avons 24 patients qui sont pris en charge en secteur de réanimation et puis plus de 60 pour l'ensemble de l'établissement, mais
nous sommes en termes de chiffres dans une situation comparable à celle du mois d'avril. Mais moyennant le fait que des mesures soient mises en place pour contrôler la circulation du virus dans la communauté, nous appréhendons la maladie Covid avec l'expérience de la première vague. En hospitalisant en réanimation moins, nous avons des moyens pour prendre en charge les malades et faire en sorte que le taux de létalité soit beaucoup plus bas. Et donc nous avons des traitements de support qui vont dans le sens de l'amélioration du pronostic et de la qualité de vie de ces derniers. Mais cette situation qui est une situation exponentielle est la face immergée de l'iceberg qui montre que le système de santé ne va pas pouvoir ad vitam accuser une pareille expansion. Vous nous dites qu'à vos yeux, ces mesures nouvelles qui viennent d'être annoncées à Bordeaux, elles sont proportionnées, mais pour que ce soit vraiment pleinement supportable pour les Girondins, pour les habitants de Nouvelle-Aquitaine, est-ce qu'il n'aurait pas fallu donner une date de fin à ces mesures qui sont contraignantes ? Eh bien, l'échéance que nous pouvons proposer, c'est une échéance de la réactivité dans la capacité de s'adapter. De mon point de vue de soignants connaissant désormais un peu plus la maladie Covid, nous partons pour au moins une durée de 2 à 3 semaines. Ensuite, dès que les scénarios pourront être adaptés, évidemment, ils le seront. Je pense aux rassemblements un peu conséquents qui sont passés de 5000 à 1000 personnes. Assurément, dès que la situation le permettra, il y aura une jauge rééquilibrée à cet endroit. Et en tant que spectateur et citoyen, je fais partie de ceux qui veilleront et qui l'attendront avec beaucoup de sagacité. Merci professeur Malvy. On va également en parler avec vous, Bernard Plédran. Merci d'être de nouveau avec nous en direct. Vous êtes généraliste à Bordeaux, représentant du syndicat MG France en Gironde. À l'instant, il y a encore quelques minutes avant ces déclarations, vous nous disiez que vous pensiez qu'il y avait suffisamment de mesures existantes pour lutter face à cette épidémie, à cette extension de l'épidémie. Quand vous entendez ces mesures, c'est plutôt l'inverse finalement qui a été décidé. Est-ce que vous comprenez tout de même? Moi je comprends, mais je trouve que les mesures qui sont proposées sont quand même dans l'essentiel frappées au coin du bon sens. Donc c'est quand même non, je suis plutôt assez d'accord. On sait que actuellement c'est les jeunes et les fêtes, les rassemblements festifs qui sont des vecteurs de propagation du virus. Donc quand même, pardonnez-moi, docteur, vous estimiez qu'il y avait un arsenal suffisant de mesures. Là, on a quand même un renforcement du dispositif avec de nouvelles mesures clairement coercitives pour les établissements accueillant des personnes âgées comme pour les regroupements. Ça s'adresse notamment aux jeunes, mais pas que, sur la voie publique comme dans la sphère privée. Oui, mais enfin, je veux dire, pour les EHPAD, par exemple, 2 personnes par semaine, etc., c'est pas beaucoup, mais il y a une possibilité que les personnes âgées puissent rencontrer leur famille, etc. Je veux dire, il y a une ouverture quelque part. Il y a le respect des mesures, on essaie de faire le maximum. Bon, pour les fêtes étudiantes, on en pense qu'on veut, je veux dire, mais on a jusqu'à présent, effectivement, on avait demandé aux jeunes de faire attention, etc. S'ils ne font pas attention, si on prend des mesures plus dures, parce que c'est indispensable aussi qu'il y ait une prise de conscience de la part des plus jeunes qu'ils sont vecteurs du virus, qui sont potentiellement autant malades que les autres. Donc, a priori, qu'on prenne des mesures. Je veux dire, les soirées dansantes, on a vu que certains bars s'étaient transformés en boîtes de nuit, etc. Je veux dire, qu'on ramène les gens à la raison. Moi, je vois pas ça comme des mesures d'une coercition abominable et insupportable. Alors c'est un peu dur pour les bars, les restaurants, etc. Mais ça reste dans la limite, moi, de ce qui est supportable dans le cadre d'une épidémie telle qu'on l'a actuellement, dont on ne connaît pas encore tous les contours, donc il faut quand même prendre les mesures. Je veux dire, au niveau familial, on dit aux gens un rassemblement de plus de 10 personnes, enfin de vous limiter. Dans l'énorme majorité des cas, c'est quelque chose qui est acceptable pour la vie familiale. Je dirais, il y a des circonstances effectivement particulières. Il faudra savoir reporter effectivement, mais non, dans la mesure, il n'y a rien qui me paraît d'une coercition insupportable et abominable. Merci.
La seule question que j'ai, c'est sur les nouveaux centres de dépistage. Là, je veux dire, moi, j'aimerais que nous, les généralistes, on ait de la visibilité sur qui est dépisté, quand, comment, quels sont les résultats. Ça manque dans les annonces qui ont été faites. Ah oui, ben là, nous, on a beaucoup de demandes de la part de nos patients. Il y a beaucoup d'angoisse de la part des patients. Il y a des gens qui n'ont pas besoin, qui vont aller dans ces centres. Bon, c'est un peu exaspérant. On est d'après vous à faire le tri entre ceux qui doivent se faire dépister et les autres, sachant qu'il y a beaucoup d'asymptomatiques. C'est pas simple non plus de faire justement la part des choses. Faire la part des choses, mais le boulot en médecine générale de rencontrer les gens, de discuter, d'apprécier le degré de risque. Et c'est dommage que cet outil-là soit sous-utilisé dans notre pays. C'est valable pour la Covid comme c'est valable pour d'autres pathologies, de toute façon. Pourtant, la préfète de Nouvelle-Aquitaine parlait d'une offre de tests qui serait accrue, notamment avec une aide interrégionale. Est-ce que ça ne va pas aider à résoudre ce problème ? Oui, mais aujourd'hui, moi je ne sais pas ce qui va changer dans la situation. Aujourd'hui, on apprend a posteriori que des gens ont été testés. On ne sait pas si c'est positif ou négatif. On n'est pas dans la boucle, quoi. Je veux dire, or il y a 35 000 généralistes actifs dans ce pays. Ça serait bien que leurs compétences, leur savoir-faire soient utilisés pour le bien-être de la population, quoi. Je veux dire, quand les gens sont inquiets, c'est nous qui viennent voir quand même. Merci. Merci d'avoir été en direct avec nous cet après-midi sur BFM TV. Vous êtes médecin à Bordeaux. Dans les Bouches-du-Rhône également, de nouvelles mesures anti-Covid sont attendues. Alexis Pluyette, chez vous, c'est à 17h que les autorités locales ont prévu de s'exprimer. Qu'est-ce qui est évoqué et qu'est-ce qui existe déjà aussi ? Alors, ce qu'on sait, c'est que le préfet, il a consulté tout le week-end les élus locaux, la mairie, la préfecture, le département, la métropole. Et donc, ce qui semble se dessiner, c'est que notamment les plages devraient fermer à 20h. Il y a une vingtaine de plages dans Marseille. Il y a quelques événements qui devraient être annulés. On parle beaucoup de la foire de Marseille. Vous savez, c'est un événement important ici qui avait rassemblé l'année dernière 800 exposants, 300 000 visiteurs. Il y a un enjeu économique important. Et donc, c'est pour ça que le préfet avait voulu le maintenir. Mais là, il y a clairement un risque de cluster. Et donc cet événement risque d'être annulé. La journée du patrimoine aussi, samedi prochain, risque là aussi d'être annulée. Et puis on parle aussi de limitation à 10 personnes pour les réunions privées, les visites dans les EHPAD, 1 personne par jour et par famille. En revanche, ça ne devrait pas changer pour l'horaire de fermeture des bars et des restaurants. On resterait sur minuit et demi. Et puis la thèse d'un reconfinement local là aussi semble écartée. Ce qu'on sait aussi, c'est que les élus locaux ont fait pression, notamment pour renforcer les contrôles sur les mesures qui existent déjà, donc notamment le port du masque pour tout le monde au-dessus de 11 ans et donc pour la fermeture des bars à minuit 30. Merci Alexis Pluyette, on suivra ça évidemment. Nouvelles mesures attendues aux alentours de 17h à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, de manière plus générale d'ailleurs. Le procès des attentats de janvier 2015, jour 9. Alors depuis ce matin, la cour d'assises spéciale entend les proches, les collègues aussi d'Ahmed Berabet, ce policier, 12e victime des frères Kouachi, dans un contexte de nouvelles menaces proférées par Al-Qaïda à la suite de la nouvelle publication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo. Ces menaces, elles sont précises. Elles sont travaillées, elles concernent d'abord Charlie Hebdo, mais elles concernent aussi le président de la République. Elles concernent aussi les médias, qui s'octroient des libertés de manière indue. Ça, c'est pour vous. Elles concernent les Français en général. Mais la vraie menace, c'est cette peur. Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? On se serre les coudes. Dans mes rêves les plus fous, je rêve que tout le monde ne soit pas Charlie. Parce que je comprends qu'on puisse aimer ou ne pas aimer ce journal. On n'en est plus là. Je rêve que 66 millions de Français, quelle que soit leur confession et leurs conditions, se disent non pas je suis Charlie, mais je suis libre et l'expriment. Dans l'actualité également, ces records de chaleur qui sont attendus aujourd'hui dans plusieurs régions également. On prend la direction de Bourges où les températures ont rarement été aussi élevées mi-septembre. Les détails de Dominique Marie. Pour tout vous dire, on est parti de Paris tout à l'heure par l'autoroute et progressivement, en milieu de matinée, le thermomètre, vous savez, sur le tableau de bord de la voiture, augmentait de degré par degré, 25, 26, 27, 28. Il fait désormais 34 degrés à Bourges ici et vous le voyez, la ville est charmante, maison à colombage, palais du Moyen-Âge, mais c'est une ville dont le centre-ville aujourd'hui est quasiment déserté. Le peu de personnes que nous avons trouvées tout à l'heure attablées à la pause déjeuner, ce sont des personnes qui considèrent que cette vague de chaleur va vraiment être étouffante et puis d'autres qui disent que plutôt, c'est pas si mal finalement, c'est un prolongement de l'été, écoutez. Vous voyez comment on les affronte, les températures. On boit un petit verre, voilà, on est détendu, on est en terrasse, on profite du soleil.
Donc c'est nickel, quoi, on est content, quoi, super. Je n'aime pas la chaleur. Je n'aime pas cette chaleur étouffante. Je trouve que la chaleur en ville est bien moins supportable qu'à la campagne. La seule chose qui me console, c'est qu'en ce moment, on a quand même une grande amplitude thermique entre le jour et la nuit. Donc au moins la nuit est bénéfique et on arrive à récupérer. Et d'ailleurs, à la mi-journée, on devrait atteindre les 36 degrés. Ce serait vraiment un record, hein. Ça n'était plus arrivé ces températures à cette date depuis les années 60. Le précédent record était de 35 degrés,1. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'ensemble du département du Cher a été placé en alerte orange canicule. Donald Trump est attendu en Californie en fin de journée. Un déplacement sur le thème des incendies qui continue de ravager une partie de la côte ouest américaine. Ils ont fait au moins 35 morts depuis le début de l'été, dont 27 rien que la semaine dernière. Des dizaines de personnes restent portées disparues. Reportage de notre envoyé spécial Cédric Fesch. D'habitude, on vient ici pour profiter de la nature sauvage du nord de la Californie. Mais ça fait une semaine que le feu ravage ces montagnes. Alors pour le moment, ses habitants ne peuvent pas retourner chez eux. En fait, je m'occupais de l'évacuation quand c'est arrivé. Et ma maison a brûlé ce jour-là, ce soir-là. On doit y aller. Désolé, bonne chance à vous. Finalement, la voie est libre. En fait, le feu avait commencé à prendre au bord de la route. Quelques kilomètres plus loin, j'entre dans Happy Camp et je découvre un paysage d'apocalypse. Même l'église n'a pas résisté. Le feu est maîtrisé ici. Bien regardez, cette souche est encore en train de flamber et ça peut suffire à relancer l'incendie. La fumée est épaisse et pique le nez. Le silence est total. On est coupé du monde. La vie a disparu, ou presque. S'il ne restait pas ces fondations derrière moi, il serait impossible de deviner qu'il y avait une maison ici avant l'incendie. Vous voyez que la citerne de gaz a survécu. En revanche, la voiture, elle, a complètement brûlé. Et ce que vous voyez au sol, c'est du métal qui a fondu et qui s'est figé en refroidissant comme une flaque d'eau. En ressortant de Happy Camp, j'aperçois le feu qui reprend. L'histoire n'est pas terminée. Donald Trump attendu donc ce soir en Californie, heure française en tout cas. Avant même son arrivée, il blâme la gestion des forêts dans cet État notamment contrôlé par les démocrates. Bras de fer politique sur ce sujet, comme tant d'autres, à 1 mois et demi, on le rappelle, seulement de la présidentielle. D'ailleurs, ne ratez pas ce soir le document Inside Trump. À 21h dans l'émission Ligne Rouge, les équipes de BFM TV ont recueilli de nombreux témoignages, notamment de femmes et d'hommes qui ont côtoyé et conseillé Donald Trump. Pour la première fois, Emmanuel Macron évoque une tentative d'assassinat d'Alexeï Navalny. Cet opposant à Vladimir Poutine, empoisonné, est toujours dans un état grave. Le président français s'est entretenu ce matin avec son homologue russe. Il a renouvelé sa demande d'une enquête crédible et sans délai. Vous l'attendez tous, la chronique éco. Analysez l'écho et prenez les bonnes décisions avec EBP, solution de gestion et service cloud. EBP, ce qui compte, c'est vous. Salut Pierre. On est à la limite de la bonne nouvelle. Limite. La Banque de France vient de dévoiler ses dernières prévisions économiques pour 2020, 2021 et 2022 avec une récession nettement moins importante que ce qui était prévu au début de l'été. Oui, le produit intérieur brut devrait terminer 2020 sur un recul de 8,7%. Alors ça peut paraître énorme. En vérité, il faut quand même se souvenir que au début de l'été, tous les économistes, pas seulement ceux de la Banque de France, mais même le gouvernement, tout le monde parlait d'une récession de moins 10, moins 11, moins 12, on a entendu moins 14%. Bon, donc ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que l'an prochain, la croissance, elle sera aussi plus importante que ce qui était prévu initialement, en tout cas cet été, plus 7,4% en 2021. Et en 2022, on va continuer à remonter la pente, plus 3%. Et d'ailleurs, si on regarde l'évolution trimestre par trimestre, là, on voit bien qu'on est sur une courbe qu'on dit en aile d'oiseau. Vous la voyez bien, cette courbe en aile d'oiseau. Et on voit aussi d'ailleurs qu'on va retrouver le niveau de création de richesse qui était le nôtre avant cette pandémie, donc fin 2019. On va retrouver ce niveau au début de 2022. Bon, ça ne veut pas dire en même temps que toutes les entreprises vont devoir attendre plus d'1 an pour avoir un niveau d'activité normal. Pas du tout. Vous avez aujourd'hui un tiers des entreprises pour qui c'est déjà le cas. Et d'ailleurs, la Banque de France nous dit aussi que ça se passe finalement mieux que prévu pour des secteurs qu'on pensait vraiment en difficulté, comme l'automobile ou même l'hôtellerie et la restauration, en tout cas pour le moment.
Alors qu'est-ce que ça veut dire justement cette reprise en aile d'oiseau en conséquence pour les emplois? Alors là, vous savez qu'il y a toujours un décalage dans le temps entre l'évolution de la croissance et ses conséquences sur les créations ou les destructions d'emplois. Et là, l'effet il va être amplifié avec plus de 800 000 emplois qui auront, dit la Banque de France, disparu d'ici la fin 2020, alors que ces dernières années, entre les entreprises qui créaient des emplois et celles qui en détruisaient, qui en supprimaient, qui licenciaient, eh bien, on avait un solde positif de 200 à 350 000 par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en une seule année, eh bien, cette crise, elle va détruire autant d'emplois qu'on en avait créés sur 3 années. Et pour récupérer ces emplois, eh bien, il va falloir sans doute à peu près autant de temps. La Banque de France nous dit un peu plus de 100 000 emplois gagnés en 2021, 600 000 en 2022, là c'est beaucoup plus. Elle nous dit rien sur 2023, mais vous voyez, c'est de cet ordre d'idée. Et donc le chômage va continuer d'augmenter encore pendant un moment. Tout à fait, avec donc le taux de chômage cette année qui sera autour de 9,1%, 11,1% l'année prochaine. Et donc la baisse, elle va intervenir en 2022, avec un niveau taux de chômage 9,7%, qui sera quand même encore très important. Et donc ça va se traduire tout ça par une hausse importante aussi du déficit de l'assurance chômage, qui est déjà vertigineux. Donc oui, on peut se réjouir que toutes ces prévisions soient un petit peu moins pessimistes que ce qu'elles étaient au début de l'été. Mais quand même, faut pas se leurrer, cette crise, elle va avoir des conséquences importantes, un impact fort sur le plan social. Merci bien. Cette émission vous a été présentée par EBP, solution de gestion et service cloud. EBP, ce qui compte, c'est vous. 16h23, restez avec nous dans un instant. On revient sur ces mesures pour faire baisser l'escalade du Covid dans ces zones, notamment à Marseille et à Bordeaux. Bordeaux, dont la préfète a révélé ses annonces cet après-midi, notamment la réduction à 1000 personnes maximum des événements publics ou encore 10 personnes maximum par groupe dans les parcs, jardins ou quais de la ville de Bordeaux. A tout de suite. Ils ont travaillé à la Maison-Blanche aux côtés de Donald Trump. Le président Trump n'aime pas que tout le monde pense la même chose. Il aime les débats houleux. J'ai appris que j'étais licencié par tweet. Ils connaissent les secrets du président le plus déroutant de l'histoire de l'Amérique. Vous savez, un pigeon qui se balade dans vos parcs à Paris, il a plus d'amour-propre que le président Trump. Trump, raconté de l'intérieur. Une enquête exceptionnelle. Ce soir, 21h, sur BFM TV. Il y a un mois, j'ai décidé de faire quelque chose pour mon édition. J'ai fait le tour des spécialistes et j'ai constaté qu'au final, c'est le conseil qui faisait toute la différence. Et sans hésiter, pour moi, c'est Audition Conseil. Suivez mon conseil. Allez chez Audition Conseil. Audition Conseil. En club, en extérieur ou en ligne, respirez. Nos coachs sont là pour vous inspirer. L'appart fitness, Coach Your Life. Gratuit jusqu'au 1er novembre, sans engagement. On ne devient pas forcément quelqu'un en respectant les schémas établis. On le devient quand on est libre. Libre d'apprendre quand on veut, où on veut. Libre de se former grâce à des technologies de pointe et un accompagnement personnalisé. On devient quelqu'un quand on est libre de le devenir et que l'on peut compter sur une école d'excellence. ENACO, première école de commerce à distance de France. L'optimisme est toujours la solution. C'est pourquoi nous, Fiat, nous souhaitons aller plus loin avec le contrat Optimisme et ses 5 mesures jamais vues. Un super crédit, la garantie 10 ans, ne payer qu'en 2021, le purificateur Defense pour changer d'air et Panda des 4 990 € prime conversion déduite. Fiat, fabricant d'optimisme. Fiat. Chaque mois, Indeed publie plus de 400 000 offres d'emploi dans toute la France. Vous entrez dans la vie active, recherchez le poste de vos rêves
ou souhaitez simplement faire évoluer votre carrière? Rendez-vous sur Indeed pour trouver l'offre qui vous correspond. Agronome, avocate, biologiste. Et si demain, toutes les petites filles avaient droit à un avenir? Si demain, elles allaient autant à l'école que les garçons? Au Cambodge, l'association Toutes à l'école leur apporte l'instruction, la santé et une vie que leur mère n'a pas connue. Scolariser les petites filles d'aujourd'hui, c'est sauver les femmes de demain et leur donner un rôle utile à jouer dans leur pays. Parce que l'éducation des filles fait avancer le monde, soutenons ensemble l'association Toutes à l'école. La météo avec Best Western Hotels & Resorts. Des hôtels uniques partout en France pour voyager, se retrouver et s'évader. Des températures 10 à 15 degrés situées au-dessus des normales de saison pour cet après-midi et surtout des conditions toujours très ensoleillées. À noter ces quelques nuages qui circuleront sur les Alpes et puis ce ciel voilé également pour la Bretagne ou pour le Pays Basque. Le vent de sud qui fait remonter cette chaleur en provenance directe d'Afrique avec des températures cet après-midi comprises entre 26 degrés à Cherbourg et 36 degrés prévus à Bordeaux, à Poitiers, à Orléans ou encore du côté d'Auxerre. 34 à Paris, 31 pour Strasbourg, 34 également à Toulouse. Même température prévue à Nantes et à Rennes cet après-midi. Demain, un ciel voilé pour les régions de l'ouest, une petite ondée possible sur ces régions proches de l'Atlantique, sur les régions de l'est, toujours du grand soleil. Quelques entrées maritimes pour les plages du Languedoc. Dans le courant d'après-midi, le ciel voilé gagnera les régions entre le Cotentin et les Pyrénées, alors que les conditions resteront très ensoleillées sur les régions de l'est. Les températures pour demain matin, déjà très élevées, avec pas moins de 19 degrés à Paris et 23 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, des températures toujours très élevées sur le nord et sur les régions de l'est, pas moins de 34 degrés prévus pour Lille, 34 à Paris et jusqu'à 36 degrés à Auxerre demain après-midi. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts. 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. 16h29, merci de nous rejoindre si c'est le cas. Les titres de l'actualité aujourd'hui après la Guadeloupe. Les mesures complémentaires pour contrer la résurgence de cette épidémie de Covid ont été annoncées à Bordeaux. Jauge réduite de 5000 à 1000 personnes dans les grands événements publics. Moins de 10 personnes par groupe dans les espaces publics de la ville. Des mesures coercitives que l'on décryptera avec David Dunal en Gironde et avec François Pitrel en plateau. Dans ce contexte, des images qui font réagir, celles de ces supporters marseillais en liesse. Après la première victoire de leur équipe contre le PSG depuis 2011, ils ont fait la fête hier soir sans prendre forcément beaucoup de précautions. Il y a une flambée de cas de Covid dans les Bouches-du-Rhône actuellement. L'actualité aussi, c'est températures records dans de nombreuses villes du centre du pays. Ce lundi marque l'apogée de la vague de chaleur que l'on vit depuis ce week-end. Alors en quoi est-ce exceptionnel? Marc nous répond. Et c'est donc ce lundi qu'à la demande de Jean Castex, les préfets de Nouvelle-Aquitaine et des Bouches-du-Rhône annoncent leurs mesures complémentaires de lutte contre le Covid-19. La Guadeloupe, haute zone pointée par une dégradation manifeste de la situation sanitaire, les ont déjà communiqué ce week-end. Et parmi ces annonces, il y a celles donc à Bordeaux. Elles ont eu lieu dans l'après-midi. On vous retrouve David Dunal sur place. Quelles sont ces mesures qui ont été rappelées par la préfète ? Eh bien, il y a déjà la limitation des visites dans les EHPAD, des visites limitées à 2 personnes par semaine et par patient pour protéger les plus fragiles. Il y a également les rassemblements qui sont limités à 1000 personnes dans toute la Gironde, les brocantes et les fêtes foraines qui sont interdites. À Bordeaux, les mesures sont encore plus restrictives. Écoutez. En ce qui concerne la vie sociale, les décisions suivantes ont été arrêtées. Fermeture administrative des bars et restaurants qui contreviennent aux règles sanitaires. Il y en a déjà 8 fermés à ce jour dans le département. Interdiction de la consommation debout dans les bars et restaurants de la métropole. Interdiction pour les bars de la métropole de la diffusion extérieure de musique sur la voie publique. Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans les parcs, jardins, plages et quais de la ville de Bordeaux. Interdiction à Bordeaux de la consommation d'alcool sur la voie publique. Les soirées dansantes dans les ERP sont interdites. Cela s'applique notamment aux bars, aux salles des fêtes
et à tous les mariages ou fêtes d'anniversaire. Des recommandations ont également été données comme celle du télétravail, limiter les rassemblements à 10 personnes dans le cadre privé et puis reporter si possible les célébrations de mariage. C'est un sursaut populaire qui est attendu ici à Bordeaux et dans le département. Le directeur du CHU a affirmé que tous les signaux sont au rouge à l'hôpital, en indiquant quand même que la situation était inquiétante mais pas alarmante. Par ailleurs, des contrôles seront renforcés sur les rassemblements et sur le port du masque. La préfète se donne 2 à 3 semaines pour faire un nouveau point de situation. Elle pourrait alors alléger les mesures ou bien les renforcer. Merci beaucoup David. François Pitrel, pourquoi ces nouvelles mesures contraignantes dans la région bordelaise? Mais parce que si on regarde les chiffres de l'épidémie actuellement dans cette région, dans ce département, le taux de positivité il est de 7,2%, il est 2 points supérieur à la moyenne nationale. Il y a 142 cas pour 100 000 habitants. À Bordeaux même, c'est presque 280 cas pour 100 000 habitants et on a 111 personnes hospitalisées. L'intérêt de ce chiffre, c'est plutôt de regarder aussi leur dynamique. C'est-à-dire que 111 personnes hospitalisées, c'est 2 fois plus qu'il y a 10 jours. Pareil pour le nombre de personnes en réanimation. Il y en a 26 dans le département de la Gironde aujourd'hui. C'était 2 fois moins il y a 10 jours. Alors, évidemment, les services de santé de ce département se disent que si ça doit doubler tous les 10 jours, voire s'accélérer, doubler toutes les semaines, on pourrait très rapidement se retrouver dans une situation de saturation. Alors, ça n'a pas d'effet sur les décès. Il n'y a pas de morts pour l'instant à déplorer, en tout cas un nombre de morts important. Mais le fait de saturer les hôpitaux, c'est ça l'enjeu des mesures qui ont été prises. Voilà la situation en Gironde. Merci François. Et du côté des Bouches-du-Rhône, c'est à 17h que ces annonces sont attendues. Saïd Hamada, bonjour. Vous êtes député La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Merci d'être avec nous en direct aujourd'hui sur BFM TV. Quelles nouvelles mesures appelez-vous de vos vœux pour Marseille et ses alentours? Alors, écoutez, il y a d'abord une mesure que je ne souhaite pas et que l'on ne souhaite pas en tant qu'élu, c'est le confinement. Ça, c'est clair. Pour ce qui est ensuite des mesures que l'on souhaite voir appliquées, il s'agit d'abord, pour ce qui me concerne, l'augmentation du nombre de bus sur les zones les plus à risque, et notamment dans les quartiers nord de Marseille. C'est la fermeture des plages à 20h, et là je rejoins le président de la région, Renaud Muselier, et j'ai proposé également que l'on supprime un événement annuel important à Marseille, la foire, qui est pour l'instant, en tout cas, toujours maintenue. Et donc, j'ai plaidé pour qu'elle soit supprimée. Si l'on regarde ce qui se fait désormais ou qui est en passe de se faire en Gironde, à Bordeaux, plus précisément pour certaines des mesures, notamment, et ça c'est à l'échelle de la région, 2 personnes maximum par semaine et par résident dans les maisons de retraite. Pour les événements, une jauge qui passerait de 5 000 à 1 000 personnes. Pour les parcs et jardins, 10 personnes et pas plus. La consommation d'alcool désormais interdite sur la voie publique à Bordeaux notamment. Les fêtes étudiantes finies. Idem pour les sorties scolaires. Vous souhaitez la même chose pour Marseille ou pas ? Oui, je souhaite la même chose dans le sens où on se rend bien compte aujourd'hui, et vous disiez, en tout cas je l'ai entendu sur votre antenne, que l'épidémie progressait de manière inquiétante dans notre département et notamment à Marseille, qui est la principale ville du département. Mais au-delà des règles et des contraintes que l'on va fixer aux Marseillais, il va falloir quand même aussi se doter des moyens de pouvoir les faire respecter. Et donc j'ai aussi demandé au préfet à ce que, les forces de police nationales, mais de police municipale aussi, puissent se mettre en branle pour faire en sorte que ce qui est édicté aujourd'hui, ce qui a été aussi hier, soit beaucoup mieux respecté et que en tout cas, il y ait moins de complaisance, je dirais, dans le non-respect des gestes barrières à Marseille. Beaucoup mieux respecté, notamment que ces scènes de liesse qu'on a vues hier à l'issue du match PSG-OM. À Marseille, on a vu beaucoup de supporters qui ne portaient pas le masque, qui étaient fiers même de ne pas le porter, qui parlaient de ne pas avoir le Covid. Est-ce que ce genre d'événement, justement, est à cibler impérativement ? Ce genre d'événement comme d'autres, et ça s'est passé à Marseille, ça s'est passé aussi ailleurs. Aujourd'hui, le nombre de cas que l'on a à Marseille est la conséquence directe du nombre de touristes que l'on a eu dans notre ville. Et d'ailleurs, cet afflux de touristes a été, il faut le dire, très mal géré par la municipalité. Et les services de la métropole, dans notamment la mise en place de bus supplémentaires. Donc aujourd'hui, on a rattrapé ces erreurs, parce qu'il s'agit d'erreurs, et ces scènes de liesse sont à condamner, je le dis. Je le dis parce que ces jeunes, même s'il y a peu de chance, a priori... En l'occurrence. Oui, vous avez raison. Mais là, sur ces scènes-là, je dis, elles sont à proscrire parce que, évidemment, ce sont des jeunes qui a priori ont peu de risques.
mais ils mettent en danger leur famille, les personnes plus âgées. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce que l'on craint dans nos hôpitaux. Et donc, moi, j'appelle à la responsabilité des Marseillaises et des Marseillais pour leur dire qu'ils doivent non seulement se protéger, mais protéger aussi celles et ceux qu'ils ont autour d'eux, qui sont peut-être, plus fragiles. Dernière petite question, est-ce que pour que des mesures soient acceptées, il ne faut pas, et ça n'a pas été fait à Bordeaux, fixer une date de fin? Dans 3 semaines, dans un mois, si ça va mieux, par exemple? Oui, je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'il faut donner un horizon qui permette de réapprécier, en tout cas de voir si la pertinence des mesures qui ont été prises continue de l'être, et s'il faut continuer à aller plus loin, à aller plus fort parce que les règles ne sont pas respectées ou que l'épidémie continue à progresser, ou si au contraire on peut desserrer les taux parce qu'on s'aperçoit que la stratégie qui a été adoptée est une stratégie gagnante. Merci Saïd Hamada d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes député La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Dans l'actualité judiciaire à présent, le procès des attentats de janvier 2015, 9e jour désormais. Cécile Olivier, vous êtes au tribunal et depuis ce matin, la cour d'assises spéciale entend les proches et les collègues d'Ahmed Merabé, ce policier, 12e victime des frères Kouachi. Oui, on a entendu cet après-midi notamment Vincent qui faisait équipe avec Ahmed Merabé ce 7 janvier 2015. Il décrit une journée parfaite jusqu'à ce qu'il soit appelé pour des bruits de pétards rue Nicolas Appert. Mais dit-il, on ne s'est pas plus inquiété que ça. On ne savait pas que c'était la rue de Charlie Hebdo. Arrivé boulevard Richard Lenoir, toutes les voitures étaient à l'arrêt, les gens couraient. Alors ils ont continué à pied. Lorsqu'il entend des coups de feu, Vincent retourne à la voiture pour prendre un gilet pare-balles dans le coffre. Et puis quelqu'un lui dit « Vous avez un collègue à terre ». J'ai couru vers Ahmed, j'ai ramassé son arme. Je lui ai tenu la tête, ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Quand les pompiers sont arrivés, je ne comprenais pas. J'avais les mains en sang, pourtant il était blessé à la jambe. Et puis j'ai vu la balle dans sa nuque. J'avais 22 ans et j'ai compris que la vie pouvait partir très vite dans ce métier. Un peu plus loin, Elodie, 25 ans à l'époque, regardait la scène. Cette policière de la BAC 11 venait de faire usage de son arme pour la première fois. Elle a tiré dans le pare-brise des terroristes. Aujourd'hui, à la barre, elle dit qu'elle se sent coupable. Peut-être que si j'en avais tué un, Ahmed serait vivant aujourd'hui. Merci Cécile Olivier, merci beaucoup pour ce compte-rendu d'audience au procès des attentats de janvier 2015. Hortense Girard vous accompagnait. Dans l'actualité également, cette vague de chaleur qui déferle sur toute la France depuis ce week-end. Ce lundi marque le pic de cet épisode. Certaines villes vont avoir des records battus. Explication de notre spécialiste Météo Marquet. Les records, alors déjà on dépasse les 35 à 36 degrés dans le sud-ouest et les températures vont encore augmenter. Regardez ce qui est prévu par les services de Météo France pour cet après-midi, des pointes à 34, 35, 36 sur toutes ces régions, donc en rouge sur l'ouest, le centre Val-de-Loire, une partie de la vallée du Rhône, sur l'Île-de-France, avec pourquoi pas des pointes à 37 localement, 38 sur le sud-ouest, les Landes. Voici donc les villes les plus chaudes de France pour cet après-midi, en tout cas ce qui est prévu, 36 à Cognac, à Bordeaux, à Bourges, 35 pour Étampes en Île-de-France, au Mans, à Tours, 34 à Paris, donc des températures 10 à 15 degrés supérieures au normal de saison. Il fait chaud sur toute la France, y compris d'ailleurs le long des côtes de la Manche. Il fait moins chaud d'ailleurs autour de la Méditerranée que sur les régions de l'Ouest ou encore sur le bassin parisien. Et puis donc surtout, ces fortes chaleurs vont se maintenir également pour la journée de demain. Cette bulle d'air chaud va remonter entre le centre, le bassin parisien et la frontière belge, avec donc sur ces régions des pointes à 34 voire 36 degrés demain après-midi. Alors une vague de chaleur tardive, est-ce que c'est vraiment exceptionnel de telles températures à cette période de l'année? C'est exceptionnel. En fait, on a en France ce qu'on appelle un indicateur national donc thermique. C'est une trentaine de stations météo qui sont réparties de manière assez homogène sur le territoire et qui chaque jour calculent la moyenne des températures. Eh bien, figurez-vous que la dernière journée la plus chaude jamais enregistrée en France au mois de septembre, c'était le 4 septembre 1949. L'indicateur national thermique avait atteint les 32,6 degrés et avec les températures prévues pour cet après-midi, on devrait atteindre un indicateur national thermique de 33 degrés. Donc ça serait du jamais vu depuis ces 70 dernières années. Et puis si l'on est habitué dans le sud-ouest à des températures très élevées, a priori dans le sud-ouest, on ne battra pas de record de chaleur pour une mi-septembre. En revanche, on voit cette facilité à battre des records sur les régions au nord de la Loire, Bourges, Le Mans, Orléans. Alors on attend bien sûr la fin de journée, c'est là où l'on va relever donc les températures les plus élevées, mais on prévoit donc toujours 30
35 degrés à Orléans, au Mans, 36 à Bourges. Des records pour ces 3 villes qui remontent à 1961 ou à 1953. Plus aucun doute, le réchauffement climatique est bel et bien là. 16h41, restez avec nous. Quelles mesures pour enrayer cette escalade de l'épidémie dans les 3 zones où le virus circule le plus en France? Verdict à 17h pour Marseille. En Gironde, en revanche, les annonces ont été faites dès cet après-midi. Elles sont très strictes. On vous les décrypte dans un instant. Restez avec nous. Salut Antoine. Salut Alice. Ça va? Et toi? Ça tombe bien que tu sois là. Ce serait pas mal qu'on se voit avant la réunion de 16h. Ça va toi? Vas-y, bisous, je te laisse. Tiens, laisse-moi parler. Pourquoi je t'écoute? Elle désature. Je la mets à 100% d'oxygène. Ça remonte, ça va aller. On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Il y a un mois, j'ai décidé de faire quelque chose pour mon édition. J'ai fait le tour des spécialistes et j'ai constaté qu'au final, c'est le conseil qui faisait toute la différence. Et sans hésiter, pour moi, c'est Audition Conseil. Suivez mon conseil, allez chez Audition Conseil. Audition Conseil. Découvrez la nouvelle gamme Honda 100% hybride ou électrique. Pour vivre des sensations de conduite uniques, quelles que soient vos envies. Et pariez sur l'avenir avec la garantie moteur offerte jusqu'à 10 ans. Rendez-vous en concession pour profiter des nouvelles Jazz IHEV hybrides à partir de 17 490 €. Marquez votre différence avec la nouvelle Swift hybride à partir de 129 € par mois. Place aux nouvelles technologies. Place au nouveau design. Place à l'inspiration. Nouveau SUV Mini Countryman. Disponible en édition suréquipée à partir de 370 € par mois sans aucun apport. Derrière les uniformes, sous les protections, il y a des vies engagées à nous protéger. Mais elles, qui les protège? Tego, assurer toutes les vies engagées. Prévoyance, santé, retraite, assurance. – 16h44 dans l'actualité, ces nouvelles mesures contraignantes annoncées en Nouvelle-Aquitaine. Dans les EHPAD, pas plus de 2 visiteurs par résident et par semaine. Pour les événements, la jauge passe de 5000 à 1000 personnes. Parfois, ils sont même tout simplement annulés. La consommation d'alcool sur la voie publique est interdite. On fait un point complet dans un instant. Et puis de nouveaux records de chaleur attendus d'ici à la fin d'après-midi dans plusieurs villes, dont Bourges. Jamais la température n'avait été aussi élevée mi-septembre. Et c'est en conférence de presse à Bordeaux que la préfète de Nouvelle-Aquitaine s'est exprimée en présence d'élus locaux, d'autorités sanitaires. Voici les mesures complémentaires de lutte contre l'épidémie qui vont être prises localement. Pour toute la Gironde, abaissement de la jauge de 5000 à 1000 personnes pour les événements et réunions sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Les événements de type fête foraine, brocante et fête des voisins ne seront pas autorisés. Les manifestations revendicatives seront interdites si elles ne respectent pas un protocole sanitaire strict. Pour Bordeaux et la métropole, les journées européennes du patrimoine, qui devaient se tenir les 16, les 19 et 20 septembre, sont annulées.
Des mesures proportionnées pour le professeur Denis Malvy qui faisait partie de la conférence de presse et qui était en direct tout à l'heure avec nous. Il faut appliquer tout de suite ces mesures pour avoir des résultats compte tenu de la dynamique de l'épidémie d'ici 3 semaines. Non, les rassemblements sont encore ne sont pas prohibés, mais dans la sphère privée, ils sont proposés et dans le regard de la solidarité et de la responsabilité citoyenne, avec une limite de 10 personnes et avec des mesures de distanciation physique, surtout lorsqu'on est dans des rassemblements amicaux, familiaux, transgénérationnels, où on va rencontrer les plus jeunes et qui, à travers les générations, on sait que ils peuvent se retrouver être les moteurs de l'expansion du virus vers les plus âgés. Donc ça reste quand même supportable. Et puis au niveau des rassemblements festifs, en effet, il y a une proposition pour que, par exemple, les mariages célèbrent leur fête d'une manière décalée. Ensuite, au niveau de la vie sociale, il y a une fermeture anticipée des établissements de convivialité, des bars, mais c'est de l'ordre, à mon avis, du supportable si tout un chacun sait que nous avons un enjeu de contrôle urgent, mais qui doit être appliqué avec conscience et échéance pour au moins les 2-3 semaines à venir. Parce que quelle est la situation aujourd'hui au CHU de Bordeaux? Au CHU de Bordeaux où vous officiez, quelle est la situation aujourd'hui en termes d'accueil, notamment en service de réanimation par exemple? Aujourd'hui, nous avons 24 patients qui sont pris en charge en secteur de réanimation et puis plus de 60 pour l'ensemble de l'établissement. Mais nous sommes en termes de chiffres dans une situation comparable à celle du mois d'avril. Mais moyennant le fait que des mesures soient mises en place pour contrôler la circulation du virus dans la communauté, nous appréhendons la maladie Covid avec l'expérience de la première vague en hospitalisant en réanimation moins. Nous avons des moyens pour prendre en charge les malades et faire en sorte que le taux de létalité soit beaucoup plus bas. Et donc, nous avons des traitements de support qui vont dans le sens de l'amélioration du pronostic et de la qualité de vie de ces derniers. Mais cette situation qui est une situation exponentielle est la face immergée de l'iceberg qui montre que le système de santé ne va pas pouvoir, ad vitam, accuser une pareille expansion. Et puis Marseille qui fait partie de ces 3 zones où le virus circule le plus activement en France. Pourtant, quelques heures seulement avant le renforcement des mesures que l'on attend dans un instant, certains supporters de l'OM, victorieux face au PSG hier en Ligue 1, eh bien, avaient plus ce cœur à la fête qu'au respect des gestes barrières. Leur club a battu le club parisien hier. On fait le point avec Gaël Jordana et Alexandre Afergan. Sur le Vieux-Port, ces supporters de l'OM ont du mal à contenir leur joie. Certains restent prudents et portent des masques. Oui, on protège quand même. Il y a du monde, on reste quand même. C'est pas fini le Covid, donc. Mais bon, c'est une très bonne ambiance. Mais pour des centaines d'autres, difficile de respecter les gestes barrières quand leur équipe gagne contre le PSG. On oublie tous les gestes barrières. Ce soir, il n'y a plus de gestes barrières. Les masques, on s'en fout. On n'a pas le corona, nous. Pas de corona, rien. On n'a pas peur du corona. Vive l'OM. Cette liesse peut-elle avoir des conséquences à Marseille, ville sous très haute surveillance à cause de l'augmentation des cas de Covid? Ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, en termes de lits de réanimation, par exemple sur la ville, on est envahi, débordé et que bientôt on ne pourra plus faire face. Et je crois que il va falloir renforcer la pédagogie. De la prévention, mais aussi des mesures plus drastiques. Il y a des mesures à prendre au niveau public et en effet, je pense que des grands rassemblements doivent être peut-être mis un petit peu à la marge pendant 2-3 semaines, le temps qu'on y voit plus clair au niveau hospitalier et au niveau médical. La préfecture des Bouches-du-Rhône doit annoncer en fin d'après-midi un durcissement des règles pour lutter contre le Covid. Culturez-vous. Profitez pleinement de votre programme avec Shiva, ménage et repassage à domicile. Shiva, on a tous besoin d'attention. Avec l'épidémie de Covid, difficile de mener une campagne politique ou encore de promouvoir publiquement un film. Ouais, mais certains ont trouvé, vous allez voir, une plateforme spécifique et alternative, le jeu vidéo. C'est le cas d'un certain candidat démocrate à la présidentielle américaine ou encore du réalisateur Christopher Nolan. Édouard Bonamour nous dit tout. Avant le Covid, les meetings politiques américains, c'était ça.
Maintenant, ça ressemble plutôt à ça. Vote for Joe! Depuis le début du mois, le jeu Animal Crossing et ses 13 millions de joueurs offrent un moyen d'afficher son soutien au candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine Joe Biden. Devant sa maison virtuelle, une pancarte, une manière pour le candidat de 77 ans de sensibiliser les plus jeunes. Les gens sont captifs, ils sont devant leur ordinateur, ça les amuse, on vient les chercher là où ils ont des loisirs, ça montre la modernité du candidat, donc ça n'a que des bénéfices. Joe Biden n'est pas le premier à utiliser les jeux vidéo comme un outil pour sa campagne présidentielle. Déjà en 2008, un certain Barack Obama faisait des apparitions dans le jeu Second Life, alors très populaire. Depuis le confinement, le monde de la culture s'empare aussi de l'idée. Bande-annonce de Tenet de Christopher Nolan dévoilée sur Fortnite ou des concerts exceptionnels comme celui du rappeur Travis Scott qui a réuni près de 12 millions de spectateurs. Un record. Des choses qui ne les auraient pas touchés, comme par exemple les films de Nolan, qui sont destinés à un public relativement mature quand même. Peut-être que là, ça va les ouvrir vers un cinéma qu'ils n'auraient peut-être pas côtoyé habituellement. Le créateur de Fortnite espère bien faire de la scène virtuelle un passage incontournable pour les artistes, une tendance qui devrait se confirmer. 2 autres concerts sont déjà annoncés le 19 et 26 septembre prochain. C'était votre programme avec Shiva, ménage et repassage à domicile. Shiva, on a tous besoin d'attention. Dans quelques instants, vous retrouverez Olivier Truchot pour BFM Story. On se retrouve demain, 15h, la météo d'abord.